Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau. Merci de nous être fidèles pour le dernier débat des élections législatives sur notre chaîne qui concerne cette fois la 4e circonscription des Vosges, celle de la Plaine, celle de Neufchâteau. Débat en partenariat une fois encore et on les remercie avec nos confrères de Vosges Matin dont j'accueille tout de suite la directrice départementale Catherine Pluxiconte. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de vous présenter nos invités, un mot comme nous le faisons systématiquement et comme nous l'impose l'ARCOM, ex-CSA, des candidats qui ne sont pas sur ce plateau, sur des critères prédéfinis, tels que l'investiture d'un parti ou encore le score lors des dernières élections. Il s'agit par ordre alphabétique de Camille Bailly de Lutte ouvrière, vous le voyez sur ce tableau, de Jory Suriot, le maire PS de Matincourt qui a maintenu sa candidature malgré l'union de la gauche au sein de NUPES, on va y revenir, de Jocelyne Jabrin du parti d'Éric Zemmour Reconquête et de Thierry Morales du parti Animaliste. Des candidats auxquels s'ajoutent donc les 5 qui sont avec nous. Je vous les présente tout de suite. François-Xavier Wein, candidat de la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'accueil. On précise que vous êtes adhérent à la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Christophe Laurent, candidat de la majorité présidentielle sous l'étiquette Ensemble, qui réunit, on le rappelle, Renaissance, ex-La République En Marche, le Modem de François Bayrou et Horizon, le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Bonsoir Christophe Laurent. Bonsoir Monsieur Verrier. On précise que vous êtes le référent départemental également de Renaissance, conseiller d'opposition à Neufchâteau et que vous étiez présenté aux dernières sénatoriales. Ancien député dans cette circonscription, ex-conseiller général et régional, maire de Bulgnéville depuis 1983. Christian Franqueville, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous y allez cette fois sans investiture sous l'étiquette d'hiver gauche. Le député sortant Les Républicains, Jean-Jacques Gaultier, candidat DVD pour sa réélection, soutenu par Les Républicains et le Centre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Sébastien Imbert, qui est le candidat donc, du Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élu d'opposition à la Vosges-les-Bains et secrétaire départemental du Rassemblement national. 9 candidats donc au total sur cette première circonscription, dont on va dire tout de suite quelques mots pour bien situer les choses. C'est la plus vaste et la deuxième, la moins peuplée des Vosges, 85 000 habitants selon les derniers chiffres, pour un total de 272 communes. Autant dire que c'est un territoire essentiellement rural, avec une moyenne d'âge élevée, 47 ans, un taux de retraités assez conséquent, 29%, taux de chômage au-dessus de la moyenne nationale. Autre singularité, le taux de vacances des logements, qui est le plus élevé des Vosges, autour de 13%, même si, on va en parler sans doute au cours de ce débat, il y a un léger frémissement de ce côté, comme on le constate un peu partout depuis la crise sanitaire et ses confinements. Voilà quelques données à avoir en tête. On va également rappeler que les indemnités d'un député sont fixées légalement à 5 715 € net par mois, plus une avance de frais de mandat d'à peu près la même somme et d'un crédit pour rémunérer des collaborateurs qui s'élève à un peu plus de 10 000 €. On va débuter de manière un petit peu scolaire. Vous en avez peut-être pris l'habitude, si vous nous faites l'amitié de nous suivre, par une présentation de chacun et chacune d'entre vous. À la fois présentation personnelle, mais aussi évidemment cette volonté de devenir ou redevenir député. Le tirage au sort a voulu justement qu'on débute par le député sortant, Jean-Jacques Gaultier. C'est à vous. Merci Jean-François. Eh bien, je suis député des Vosges, ancien maire de Vittel, mais je suis également médecin parce que j'ai un métier. J'estime qu'avoir un métier, c'est être dans la vraie vie. Ça évite bien souvent d'être hors sol. Ça donne un ancrage, une indépendance. À titre personnel, en tant que médecin, j'ai été fortement impliqué dans la crise sanitaire du Covid-19 et ça m'a été utile puisque j'ai intégré la commission d'enquête parlementaire sur le Covid-19. Alors si je suis candidat, c'est pour des raisons à la fois locales et nationales. Des raisons locales parce qu'en tant que député, j'ai défendu et suivi de nombreux projets sur l'hôpital de Neufchâteau, projets d'implantation d'entreprises sur Mirecourt, sur l'aéropole, le pôle mécanique, projet sur le tourisme et thermalisme à Vittel, projet de retour de train sur Cantrec-Séville, projet sur la forêt à Darney-la-Vosges, et je souhaite voir ces projets aboutir. Mais également député pour des raisons nationales, puisqu'il ne vous a pas échappé que je suis resté fidèle à ma famille politique, dans la clarté et l'indépendance. Je ne suis ni le candidat de la majorité présidentielle qui s'engage à voter dès à présent tous les textes du gouvernement, et je ne suis pas non plus dans une opposition idiote, stérile, qui viserait à paralyser le pays. Alors ça, c'est la posture qu'on entend beaucoup chez les candidats Les Républicains. Ça veut dire que pour vous, vous sortez d'un mandat où vous étiez de fait un député d'opposition. L'utilité ne se joue pas forcément au sein de la majorité. On peut être utile tout autant utile en étant...
Je dirais qu'on est même presque plus utile dans l'opposition parce que les députés de la majorité, comme pour avoir l'investiture, ils se sont tous engagés à signer une charte où ils disent on s'engage à voter tous les textes du gouvernement. Ceux-là, ils sont acquis. Les autres, ils ne sont pas acquis. Donc les autres, il va falloir discuter avec eux. Et c'est pour ça qu'il faut être sur une ligne d'indépendance, encore une fois, équilibrée. Une opposition à Madame Borne, oui, probablement, parfois. Une opposition bornée, non, jamais. Vous voyez la distinction. On va préciser que vous briguez un 4e mandat si vous êtes élu le soir du 19 juin. Christophe Laurent, c'est à vous. Merci Jean-François. Donc je suis élu local, comme vous l'avez rappelé, élu local à Neufchâteau. Je suis magistrat de formation. J'ai d'ailleurs effectué une partie de ma carrière dans la région, c'est-à-dire dans des juridictions dont le ressort couvre le département des Vosges. J'ai été notamment président du tribunal administratif de Nancy, président de chambre à la cour administrative d'appel de Nancy. Et j'entends me présenter pour 2 raisons essentielles. C'est d'une part pour contribuer à donner une majorité au président de la République afin qu'il puisse appliquer son projet pour lequel il a été élu. Et puis d'autre part pour que la circonscription ait un député de la majorité, c'est-à-dire un député qui puisse avoir l'écoute du gouvernement pour faire avancer les projets du territoire. Permettez-moi de répondre aux 2 remarques de mon concurrent. Il est clair que la position d'un député de la majorité n'est pas une position de godillot, comme disait le général de Gaulle. D'une part parce que quand il y a des projets de loi, les amendements qui sont présentés par les députés majoritaires ont plus de chances d'être acceptés que ceux de l'opposition. Statistiquement, il suffit de vérifier sur le site de l'Assemblée nationale. Alors cette charte d'engagement dont parlait Jean-Jacques Gaultier, elle existe? Tous les députés vont la signer? Alors, cette charte d'engagement, effectivement, on l'a tous signée. Mais je crois que j'ai suffisamment démontré mon indépendance d'esprit au cours de ma carrière pour ne pas... Donc vous êtes susceptible de vous opposer à un projet de loi porté par le gouvernement? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que nous avions une possibilité d'amendement sur des projets de loi et qui était possible avec une possibilité de succès plus importante qu'on ne le dit. Et par ailleurs, il n'y a pas que les projets de loi, il y a aussi les propositions de loi. Les propositions de loi qui sont, comme vous le savez, émanent des parlementaires. Projet de loi, c'est le gouvernement. J'entends clairement faire un certain nombre de projets de loi, être rapporteur de propositions de loi, de façon à ce que les électeurs de la 4e circonscription puissent être entendus. D'ailleurs, je propose à cet égard, pour pouvoir traduire en proposition de loi les propositions des électeurs, de créer des comités citoyens qui seront réunis chaque mois dans des territoires différents et sur des thèmes différents. À suivre. Sébastien Habert. Pardon, Jean-Jacques Gaultier, oui. Petite précision sur cette charte d'engagement, j'imagine. Moi, je m'appuie sur des faits, ce ne sont pas des paroles en l'air. Comme M. Laurent est un homme de parole et qui respecte sa parole et ses engagements, je n'en doute pas, j'ai là la charte des engagements qui ont été signés par tous les candidats de la majorité présidentielle pour bénéficier de l'investiture. Article 1, on s'engage à voter tous les textes du gouvernement. Article 1, le chef a toujours raison. Donc là, moi, je m'interroge, où est la liberté d'opinion, où est la liberté de vote, où est la liberté d'amender quand on s'engage, dès le début, avant même le début de la mandature, à voter tous les textes du gouvernement. Le Parlement, l'Assemblée nationale deviendra une chambre d'enregistrement. Oui, en quelques secondes, s'il vous plaît. C'est une phrase, tous les textes du gouvernement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas proposer les amendements. Je veux dire, c'est clair. Je veux dire, un texte doit être interprété à la lumière de la pratique de l'Assemblée nationale. Okay. Et moi, je n'ai pas l'intention d'être un député godillot. J'ai l'intention d'exprimer ce que ressentent les habitants de la 4e circonscription. Et je pense qu'en étant dans la majorité, j'aurai plus d'écoute qu'un député de l'opposition, comme ça s'est produit d'ailleurs depuis 5 ans. Je regrette que cette circonscription soit représentée par un député de l'opposition, d'ailleurs comme l'ensemble du département des Vosges, puisque sur 6 parlementaires,
Il y en a 6 qui sont dans l'opposition et je pense que c'est préjudiciable au département. Très bien, c'est dit. Sébastien Imbert, c'est à vous. Oui, écoutez, moi ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis engagé en politique dans le département des Vosges. J'ai une bonne connaissance du terrain, des remontées du terrain. Je suis quelqu'un d'impliqué en faveur de notre territoire. J'ai effectivement des mandats locaux, conseiller municipal de la Vosges-les-Bains, vous l'avez dit en début d'émission, conseiller régional du Grand Est, ce qui me permet aussi d'intervenir sur un certain nombre de dossiers locaux. Aujourd'hui, je pense qu'il faut donner une opposition forte à Emmanuel Macron pour ne pas qu'il ait les pleins pouvoirs. Je vois qu'aujourd'hui, ici autour de la table, nous avons des candidats qui ont permis ou souhaité la réélection d'Emmanuel Macron dans les différentes réactions que j'ai pu lire dans la presse. Je crois que ce n'est pas ce que souhaitent les Vosgiens, puisque les Vosgiens ont voté majoritairement pour Marine Le Pen, à 56,5% dans notre circonscription. Ce n'est pas un vote contestataire, comme on l'entend quelquefois. Pourquoi ce vote ne se traduit pas, question traditionnelle, mais pourquoi ce vote ne se traduit pas, ou en tous les cas très rarement, sur les mandats locaux? Est-ce que c'est un problème de qualité de personnel politique? Comment vous analysez les choses? Écoutez, il y a un travail d'implantation qui est fait depuis quelques années. Alors on entend ça depuis longtemps, Sébastien Imbert. Force est de constater que, effectivement, aujourd'hui, il y a aussi une crise des vocations politiques, et ça ne touche pas seulement le Rassemblement national. Il y a un désengagement, on l'a vu notamment lors des dernières élections municipales, où un certain nombre de communes dans les Vosges et en France avaient aucune liste à présenter au soir du premier tour des municipales. Donc il y a un problème, je pense que les citoyens... Problème de formation aussi chez vous, franchement, sincèrement. Alors on voit, il y a un parachutage, vous avez envoyé une toute jeune femme sur la Circo d'Épinal. Est-ce qu'il y a un vrai problème de formation de représentants à l'échelle locale du Rassemblement national? Alors je ne dirais pas un problème de formation. Je dirais que nous, notre force, c'est de prendre des citoyens, des gens du peuple, des gens qui sont dans la vraie vie, pas forcément des gens qui ont fait les grandes écoles, qui ont fait l'ENA ou autre. On prend des citoyens et on en fait des élus. Alors on fait confiance à la jeunesse. C'est pas le cas à Saint-Dié, là pour le coup. Oui, alors il y a des exceptions, mais pour la candidate dont vous parlez, effectivement, c'est une candidate qui est nouvelle en politique. On lui a fait confiance. On permet, et je crois qu'on est un des rares partis aujourd'hui en France, à permettre à tout citoyen d'être candidat, de porter des idées. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez les partis historiques comme les Républicains, qui investissent très rarement des jeunes. On comprend l'idée, mais franchement, Sébastien Imbert, on a quand même le sentiment que vous avez ciblé les deux circonscriptions gagnables, entre guillemets, en mettant des poids lourds, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire vous et un parachuté, donc Gaëtan Dussaucet à Saint-Dié, et puis Pierre-François, qui est aussi expérimenté dans la troisième. Et puis, sur cette Circo d'Épinal, effectivement, on se dit, bon, allez, on va mettre quelqu'un qu'on lâche un petit peu comme ça, quoi. Non, écoutez, non, ça se fait pas comme ça. Il y a aussi une commission nationale d'investiture. Je veux dire, tout ne repose pas sur ma décision ou sur la décision de mon bureau départemental. Je veux dire, nous, les candidatures sont présentées à Paris. Après, effectivement, quand on est pour la première fois sur un débat, on peut comprendre qu'une candidate ait le trac, qu'elle soit mal à l'aise. Nous, ce qu'on nous reproche, c'est que nos candidats ne soient pas des professionnels de la politique ou des professionnels de la communication. Écoutez, c'est notre force aussi, quelque part. Alors, il y a une marge de progression. Nos candidats, ceux que vous avez cités en difficulté, finalement, ont une marge de progression. Et puis, à l'heure où il y a une crise de l'engagement, une crise des vocations, je crois qu'on peut aussi saluer notre démarche. Il y a aussi un problème de mobilisation de votre électorat aux législatives. Alors ça, on le verra. Je sens quand même un électorat beaucoup plus mobilisé qu'en 2017. Sur le terrain, effectivement, on a des électeurs qui ne sont pas satisfaits du résultat de la présidentielle. Je vous coupe, mais il y a des ambitions quand même, des ambitions relativement modestes. Marine Le Pen a parlé de 60 députés. Vous êtes quand même au deuxième tour des présidentielles. On aurait pu imaginer que clairement elle joue les yeux dans les yeux avec la majorité. Aujourd'hui, l'objectif est quand même assez moindre. Écoutez, c'est le mode de scrutin qui nous est totalement défavorable. Oui, c'est pas une proportionnelle, c'est sûr. Mais... il faut la proportionnelle intégrale, non seulement aux élections législatives, mais dans toutes les élections. Parce que si aujourd'hui, et c'est vrai que c'est ressorti aussi du mouvement des Gilets jaunes à l'époque et du grand débat national, si aujourd'hui les Français se détournent des urnes, c'est parce qu'ils ne se sentent plus représentés. Imaginez-vous, dans le mandat précédent, Marine Le Pen, qui était finaliste d'une présidentielle, s'est retrouvée à l'Assemblée nationale avec 6 députés. Comment voulez-vous que les Français se sentent représentés avec ce mode de scrutin? Je crois qu'on a, les modes les moins démocratiques aujourd'hui en Europe.
On y reviendra sans doute. Christian Franqueville, c'est à vous. On va rappeler que vous avez été 2 fois député, en 97 et 2012, qu'on n'avait pas d'investiture cette fois pour y aller. Et pourquoi y être allé quand même, Christian Franqueville? Bien parce que, tout simplement, je suis un homme libre. Et vous oubliez de rappeler que j'ai été député en 1997 contre tous les partis politiques. Et j'ai réussi, au deuxième tour, à battre Jean-Pierre Thomas, qui était donc un homme de grande notoriété de droite. Donc j'y suis allé sans étiquette. 2012, vous étiez étiqueté PS. 2012, j'étais dans la mouvance, la partie rocardienne qui rejoignait bien sûr François Hollande. C'était ça le truc. Alors ça me permet de dire que j'ai eu l'expérience d'un mandat où j'étais donc pas dans une majorité. J'étais libre de mes votes. Je n'avais pas signé d'engagement. Et j'ai un deuxième mandat où j'ai été tenu de respecter la parole donnée. Parce qu'au-delà des signatures, il y a une parole donnée. Et lorsqu'on donne sa parole, il faut la tenir jusqu'au bout. C'est ainsi que je n'ai jamais fait partie des députés frondeurs. J'ai été fidèle à des engagements. Alors vous êtes senti plus utile quand? Lors du premier mandat, du coup? Je me suis senti plus utile lors du premier mandat parce que je votais ce que je voulais et j'allais bien sûr dialoguer avec le Premier ministre à l'époque et obtenir des choses pour la circonscription. Nous avons obtenu énormément d'avancées dans notre circonscription sur le plan économique, sur le plan de la santé. Nous avons bougé beaucoup de lignes. Aujourd'hui, bien, je suis celui qui dit, voilà, aujourd'hui, maintenant, il y a une majorité qui va se dégager, on ne sait pas encore laquelle, il y a un président de la République, y aura-t-il une cohabitation? On a connu ça. Ce sera-t-il efficace? En tout cas, si je suis réélu député, c'est pour ne pas être systématiquement contre telle ou telle chose. Un petit mot sur la NUPES. Donc, effectivement, le PS, vous vous sentez toujours proche du PS, hein, j'imagine. Vous avez d'ailleurs même appelé à soutenir François Hollande lors de cette campagne présidentielle. Est-ce que vous n'auriez pas pu tout simplement laisser la place à cet accord historique, hein, de fait, factuellement, en tous les cas, de gauche? Non, parce que je crois qu'il faut regarder. Moi, je pense que pour être député dans les conditions actuelles, d'abord, il faut avoir une grande compétence des fonctionnements des institutions. Et puis, il faut avoir une grande compétence dans la connaissance de tout le monde socio-économique de la 4e circonscription, qui est très compliqué. Vous l'avez dit, 272 communes, des entreprises, du milieu rural, des difficultés sur le plan de la santé, des difficultés sur le plan économique, nous y reviendrons sans doute. Donc, je joue, bien sûr, la carte de la compétence. Personnellement, je n'attends rien. Je n'ai rien à attendre. Ce que j'attends, c'est de pouvoir travailler, mettre ma compétence, mettre les réalisations que j'ai pu faire au service de la 4e. Mais avec ce risque de dispersion des voix, je me tourne du coup vers François-Xavier Veyne qui n'a pas encore parlé. Un petit mot, alors déjà sur votre candidature, une présentation et puis peut-être une réaction à ce que vient de dire Christian Franqueville. Pardon. Je vous remercie. Alors, je m'appelle François-Xavier Veyne, j'ai 35 ans. Je ne suis pas connu dans le milieu politique parce que je ne suis que citoyen. Je m'explique. Je ne suis pas conseiller régional, je n'ai pas toute une carrière de maire et de conseiller départemental avant moi. Je n'ai pas tenté des élections sénatoriales que j'ai perdues et me raccrocher à une élection législative. Je ne suis pas maire, je ne suis pas conseiller communautaire, je suis véritablement citoyen. Ma première observation en tant que citoyen, c'est que je regrette qu'on ne soit pas 9 autour de cette table. On était 9 candidats, je connais les recommandations de l'ARCOM. Alors, je comprends, au vu des présidentielles, que les principaux partis soient représentés, mais je regrette que la candidature de Mme Jabrin, qui est reconquête zémourienne, ne soit pas ici présente, parce qu'aux statistiques de la présidentielle, elle était plus représentative de la nation que notre député. Alors je reprends la main là-dessus, puisque c'est l'homme de télé qui est un peu mis en cause. Pas du tout. Alors c'est effectivement les recommandations de l'ARCOM. Il y a aussi, vous êtes tous là pour en témoigner, des contingences pratiques. C'est-à-dire que 9 personnes sur ce plateau, c'est totalement impossible. Et ensuite, on ne peut pas faire des débats, comme on nous l'a demandé, scinder les débats en plusieurs tranches, entre guillemets. Honnêtement, c'était matériellement impossible. Alors, on veut bien admettre tout ce qu'on veut, on a fait tout ce qu'il est possible. Peu de télé locales proposent ce genre de débat. On est content de vous le proposer. C'est imparfait, c'est sûr que dans l'absolu, mais le temps de parole, vous allez voir que le temps de parole, vous allez sortir frustré de ce débat. Avec 40 candidats, c'est juste matériellement impossible. C'est pour ça que l'ARCOM ex-CSA a fait ses préconisations. Pardon, à vous. Je suis tout à fait d'accord que c'est impossible, mais c'est d'autant plus regrettable. Et surtout, quand je vois finalement, on refait une finale historique dans les Vosges de
de nos 2 anciens députés. Alors autant un PSG-OM ou un Nadal Djokovic à Roland-Garros pour une énième fois, c'est intéressant. Ça marche, ça. Là, c'est plutôt sempiternel parce que quand je fais du porte-à-porte... Vous êtes moins fan du Gauthier-Franqueville. Quand je fais du porte-à-porte, c'est pas le discours qu'on me tient, hein. Je vous le garantis. Il y a d'autres candidats quand même. Vous avez fait toutes les communes? Comment? Vous avez fait toutes les communes? Moi, personnellement, j'ai dû faire une trentaine de communes en porte-à-porte complet. Plutôt petite. Et avec tous les militants que je saluerai à la fin, on a couvert, je pense, entre 50 et 60% des communes en porte-à-porte, techniquement. Mais pour me présenter, alors je vous disais, j'ai 35 ans, j'ai grandi à Soulas-sous-Antelov, j'ai fait toute ma scolarité de la première maternelle au bac ES à Neufchâteau, des études de droit à Nancy, une école d'avocat à Strasbourg. Sorti de l'école, j'ai eu le choix, soit partir au Luxembourg, rester à Strasbourg pour défendre des entreprises, soit retourner en ruralité, m'inscrire au barreau d'Épinal et monter mon cabinet à Neufchâteau, ce que j'ai fait. Je suis l'avocat de Neufchâteau. Avocat, ça veut-tu dire, ça veut rien dire. Moi, je travaille auprès des gens, je fais de la réparation du dommage corporel. C'est les personnes qui rencontrent un accident de la vie, un accident, une agression, un accident médical, un accident de la circulation. Je les aide dans leur parcours pour obtenir leur indemnisation. C'est véritablement un choix assumé de toujours travailler. Et depuis 2013, j'ai constaté un déclin du service de public de la justice et une modification des lois qui n'allaient pas dans le sens du citoyen. Déclin du service public de la justice, c'est très simple. Je vous donne cet exemple. Il y avait 3 juges d'instruction en 2013. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Pourtant, le juge d'instruction, j'ai vu dans différents programmes, il faut augmenter les gendarmes, il faut augmenter les policiers. C'est bien beau, mais si vous n'avez pas un juge d'instruction tout en haut pour poursuivre les crimes et les grands délits, ça bloque. Et en ce moment, ça bloque. Et au niveau des lois, ce que le député est censé proposer, ce que le député est censé voter, j'ai vu ce déclin au niveau, par exemple, du Code du travail et du barème Macron, qui prive le justiciable de la possibilité d'agir en justice, parce qu'on va dire, ben non, tout ce que vous pourrez demander, c'est limité par la loi. Donc c'est dans ces conditions que j'ai voulu être porteur du programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale pour voter des lois, proposer des lois, faire des lois qui iront cette fois dans le sens du citoyen. Juste une question avant d'entamer vraiment le premier thème sur cette NUPES qui n'a pas fait que des heureux, vous le savez bien, dans cette circonscription en particulier. Joris Suriot, le jeune maire de Matincourt, qui était le premier d'entre vous à être sorti du bois dès le mois d'octobre, au sortir d'ailleurs de ce plateau, avait déclaré sa candidature, soutenue par le PS. Aujourd'hui, il est candidat d'hiver gauche puisque le PS a rejoint la NUPES. Quelle est votre position par rapport à ça? On se souvient avoir fait un reportage et vous nous expliquiez, il faut être discipliné, c'est toujours cette optique-là? Alors, je ne fais pas du tout la même analyse que vous. Je crois que Joris Suriot a déposé une pré-candidature en octobre. C'est regrettable qu'il ne soit pas là, mais sans partir avec l'étiquette PS. Il est parti sans étiquette et il s'est mis avec une suppléante qui, elle, est UDI, qui est encartée UDI. Donc, pour moi, c'est un bloc centre-droit. J'ai essayé d'analyser son programme. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, je ne sais pas quelle étiquette lui donner, mais en tout cas, il est parti sans l'étiquette PS. Donc, à un moment, il a... C'est un homme de gauche, quand même, clairement. C'est un militant du PS. C'est un militant du PS. Il avait parrainé à M. Macron en 2017. Moi, je ne sais pas. En tout cas, il ne s'est jamais investi dans les discussions de la nouvelle... Vous pourrez parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Il a parrainé Nathalie Arthaud. En tout état de cause, il n'est pas rentré dans les discussions de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et je vous le rappelle, notre investiture a eu lieu aux alentours du 13 mai. Donc, entre octobre-novembre, où il a expliqué sa candidature, et mai, il avait tous les moyens, via le PS, via la France Insoumise ou via un bloc NUPES, à faire valoir sa position. Et toutes les candidatures auraient été analysées à la même enseigne. Moi, j'y suis pour rien. Il a fait son choix de se mettre avec quelqu'un du DI et de partir seul. Allez, le premier thème qu'on vous propose d'aborder, c'est celui qui est dominant dans toutes les enquêtes d'opinion chez les Français, le pouvoir d'achat avec désormais près de 6% d'inflation, ce qui est très élevé, mais de fait, moins fort que chez nos voisins européens. On tourne à 8% sur la zone euro. On flirte et même on franchit même les 10% dans certains pays, une croissance négative. Passé le constat, comment fait-on? Christian Franqueville, vous avez l'avantage, vous l'avez dit en amont de ce débat, d'avoir tout le champ du possible, dans la mesure où vous n'êtes pas adossé à un parti et donc à un programme. Quelles sont vos idées, à vous, pour aider spécifiquement les Vosgiens qui ont plus besoin de leur voiture, par exemple, qu'ailleurs pour aller travailler? Je crois d'abord que sur le plan national, il faut mettre fin à cette parodie économique. Il faut mettre fin à l'augmentation des carburants, dont on sait que la base augmente, mais que les taxes sont la principale composante du prix. Donc ça, c'est déjà une chose, il faut jouer à ce niveau-là. Le pouvoir d'achat, c'est aussi l'énergie. On voit bien, vous avez parlé de... On va terminer l'année
approximativement à 10% d'inflation. Donc il faut redonner du pouvoir d'achat, bien sûr, aux salariés, à travers une augmentation du SMIC, mais aussi l'ensemble des salaires de ceux qui travaillent. Donc vous incitez les employeurs clairement à augmenter les salaires, c'est ça que vous nous dites? C'est-à-dire l'État doit faire sa part. Je pense que le gouvernement a une possibilité de prendre une initiative. Moi j'entends, on me dit qu'il faut augmenter le SMIC, le passer à 1 500 € net. Moi ça ne me choque pas du tout. J'ai été syndicaliste dans ma vie, je sais ce que c'est que les temps d'inflation qui viennent grignoter le pouvoir d'achat et la correction ne vient qu'après. Donc moi, 15% d'augmentation du SMIC aujourd'hui, ce n'est pas du tout un problème. Parce que quand vous allez arriver à 10% d'inflation, et cette inflation, elle est calculée sur un ensemble d'articles qui composent un panier de la ménagère, mais qu'en réalité, ce sont les choses essentielles de la vie qui augmentent. Donc le pouvoir d'achat, on doit bien évidemment jouer sur le blocage des prix et arrêter l'hypocrisie qui fait dire que le carburant augmente, les énergies augmentent. On oublie de dire que finalement, il y a des taxes là-dessus et c'est là qu'on peut jouer. Moi, je suis tout à fait avec opposé. La perte, le manque à gagner pour l'État Je dis qu'aujourd'hui, la fiche de paye doit être un élément constitutif des moyens de vie. Il faut arrêter. Il faut arrêter de dire le prix de ceci augmente, on donne 200 balles là. Mais ça, pour moi, c'est organiser l'aumône. Et donc, le salaire, pour moi, c'est l'acte principal. Une personne qui travaille doit avoir une juste rémunération. Donc le SMIC, oui, il faut l'augmenter, mais il faut que les partenaires sociaux se mettent bien évidemment autour d'une table et discutent des conditions d'augmentation des autres salaires. Parce que l'État n'a pas la main sur les autres salaires. Alors qui paye tout ça? Qui paye tout ça, vous savez, quand on est dans une situation, moi j'ai toujours dénoncé cette situation, la France, 3 000 milliards de dettes aujourd'hui. Vous voyez, moi j'étais un rocardien, et Rocard en 1979 disait le social ou le socialisme ne peut pas se construire à crédit. Eh bien, on n'a fait que cela, 3 000 milliards de dettes. Alors aujourd'hui, on le voit bien, la correction pour diminuer cette charge d'endettement, eh bien, ça va être l'inflation. 10%, ça va faire baisser, bien sûr, mais indirectement, ce sont tous les petits épargnants aussi qui vont payer. Sébastien Imbert, un mot là-dessus, le constat et les possibilités. On sait qu'on connaît les... Nous, on a été les précurseurs pour mettre en avant ce thème du pouvoir d'achat, puisque nous en avons parlé dès septembre 2021 à travers une grande action nationale contre le racket fiscal, au moment où le prix des carburants repartait à la hausse. Et c'est vrai qu'à l'époque, nos adversaires disaient c'est pas le sujet. Aujourd'hui, force est de constater que tout le monde en parle, puisque compte tenu de l'inflation et compte tenu des difficultés qu'ont notamment ici dans les Vosges les ruraux à aller travailler en utilisant leur véhicule et le prix de l'essence qui a dépassé les 2 € le litre, on a de grandes difficultés comme ça qui se mettent en place, sans compter également l'augmentation des prix du quotidien. Alors nous, on a une proposition qu'on a développée dès la présidentielle, qui est de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des produits énergétiques, ouais. C'est-à-dire les carburants, l'électricité, le gaz, le fioul. Et puis également, en période d'inflation, sur un panier de 100 produits qu'on pourrait qualifier de première nécessité, des produits alimentaires et produits d'hygiène, passer la TVA à 0%. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est difficile. En plus, voilà, dans un département comme le nôtre, avec un taux de pauvreté assez important, vous avez ces difficultés-là. Il y en a qui font le choix. C'est une mesure peu efficace. Je le dis systématiquement ici, mais c'est vrai que le cabinet Asterès s'est penché sur la question. Ça ferait en moyenne, par foyer, 13 € par an. C'est quand même très minime. Oui, non, mais il y a d'autres études aussi qui disent l'inverse. Mais simplement, nous, nos mesures en faveur du pouvoir d'achat sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement cette mesure. On a d'autres choses qui viennent s'ajouter. Par exemple, la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation.
Ça, c'est important et ça doit être fait. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, la pension de retraite d'un agriculteur peut être très basse, entre 600 et 900 euros par mois. C'est une réalité. Alors, quand on a des taux d'inflation qui augmentent comme ça met effectivement un certain nombre de nos concitoyens en difficulté. Christophe Laurent, alors il y a eu beaucoup d'annonces, y compris ces dernières heures du gouvernement, avec le point d'indice qui va être dégelé. Est-ce que vous en savez plus d'ailleurs? On sait qu'en gros, un point c'est 2 milliards d'euros, donc on parle de 3, 4, 5%. Est-ce que vous avez des infos par rapport à ça? Effectivement, il y a des déclarations de Mme Borne ces jours derniers, et de Mme Bourguignon également. Donc vous savez qu'il va y avoir un projet de loi qui va être soumis à l'Assemblée nationale dès le 1er juillet, qui passera au Conseil des ministres du 29 juin, et qui porte sur un certain nombre de mesures liées au pouvoir d'achat. Donc il y a le triplement de la prime Macron, il y a la reconduction de l'aide pour le prix de l'essence. Il y aura le bouclier alimentaire qui n'est pas encore totalement ficelé. A priori, l'idée, ce serait, d'après ce qu'on a compris, favoriser le bio et les circuits courts, c'est ça, pour les plus démunis. Clairement, aujourd'hui, on va dire, vous ciblez vraiment les classes modestes et moyennes pour redonner du pouvoir d'achat à cette population-là. Bien entendu, mais alors, il y a d'autres mesures qui sont prévues. Il y a également la continuité au niveau du bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité. Donc je rappelle quand même que s'il n'y avait pas ce bouclier, les prix auraient augmenté dans ces deux domaines de plus de 60%, donc c'est quand même considérable. Il est prévu également la fin de la redevance audiovisuelle. Et un chèque de rentrée de 150 absolument. €. Il y aura peut-être même 2 chèques de rentrée, l'un de base pour les catégories les plus modestes, et puis celles qui seraient en grande difficulté alimentaire, notamment. Les plafonds ne sont pas fixés, ni la somme ni la somme, ni le plafond, ni les conditions, donc je ne peux pas les dévoiler aujourd'hui à la place du ministre en charge de cette question. Donc dans quelques jours, on saura davantage de choses sur le projet de loi, si toutefois, évidemment, l'Assemblée nationale a une majorité favorable au gouvernement actuel. Donc il y a d'autres mesures aussi que je dois rappeler quand même. Je rappelle quand même que c'est un gouvernement les gouvernements qui sont succédés sous la présidence de M. Macron, ce sont les gouvernements qui ont plus baissé les impôts depuis ces 20 dernières années, alors même que ses prédécesseurs les ont augmentés. Et on a constaté qu'il y avait quand même 26 milliards de baisse pour les ménages en 5 ans. Donc ça, c'est une mesure concrète pour le pouvoir d'achat, la baisse des impôts. C'est extrêmement important. Mais je voudrais quand même répondre brièvement à mon contradicteur du Rassemblement national, parce que, si vous voulez, cette baisse cette aide à la pompe est quand même très très importante, et ramener tout le temps la fiscalité sans vraiment mesurer les conséquences sur le budget de l'État, ça ne me paraît pas vraiment responsable. Voilà, je réponds brièvement comme vous l'avez souhaité. Je répondrai également tout à l'heure à M. Vine, qui a présenté à mon sens une vision un peu caricaturale du système judiciaire. C'est bien Emmanuel Macron qui est responsable, on peut le souligner aussi, des différentes augmentations de TICPE qu'il y a eu sur les carburants. Je crois qu'il y a eu 2 augmentations pendant son quinquennat, et il est donc responsable de la situation aujourd'hui. En tout cas, les solutions que vous proposez me paraissent irresponsables. Jean-Jacques Gaultier, votre point de vue, quelles sont les pistes à privilégier, y compris pour les électeurs de la 4e circo, alors après, le pouvoir d'achat, c'est évidemment des mesures globales, mais est-ce qu'on peut faire aussi des choses concrètes sur le territoire? D'abord, la politique du carnet de chèques, si c'est peut-être une solution, à mon avis, c'est pas l'idéal. Je vous coupe, mais avec le spectre d'augmenter les impôts. Alors le gouvernement a dit qu'il n'augmenterait pas les impôts aujourd'hui, mais voilà. C'est pas l'idéal, d'abord parce que ça s'attaque aux conséquences et pas aux causes. Sur le fait de ne pas avoir augmenté les impôts, sur la TICPE, avec l'envolée des prix, je rappelle que la fiscalité représente à peu près 60% du prix du carburant. La TICPE, qui était à peu près à 13 milliards d'euros sur les exercices précédents, sur le projet de loi de finances 2022, on augmente à plus de 18 milliards d'euros. Donc on ne parle pas de perte pour le budget de l'État, mais on parle bien d'un gain pour le budget de l'État lié à cette fiscalité, à ces taxes et aux taxes sur la taxe en matière de prix du carburant.
carburant. Donc, c'est vrai que la principale menace sur le pouvoir d'achat des ménages, c'est le prix de l'énergie et notamment le prix des carburants, qui menace tout le monde, qui menace déjà l'économie du pays, qui menace les ménages et qui menace les entreprises. L'économie du pays, un seul chiffre, moi je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est le déficit commercial, la différence entre les importations et les exportations. On a dépassé les 85 milliards de déficit. Alors c'est le pire déficit commercial de toute notre histoire. Et cerise sur le gâteau, c'est le pire déficit commercial de toute l'Europe. Parce que je ne parle même pas de l'Allemagne qui est en excédent, mais les Italiens, les Espagnols, tous les autres pays, ils connaissent aussi la guerre en Ukraine, ils ont connu aussi la pandémie et ils font pourtant mieux que nous. Ça montre bien notre perte de compétitivité. Alors sur les ménages, par rapport à la hausse du prix de l'essence, je pense qu'il faut tout faire, puisqu'on a cette marge quand même sur la fiscalité que je rappelais, qui engrange en ce moment des recettes supplémentaires sur le budget de l'État. Plus 5 milliards sur le projet de loi de finances 2022. Donc il faut tout faire pour ramener un prix à la pompe à 1,50 €, ce qui est déjà énorme. C'est ce qui avait généré la crise des Gilets jaunes à l'époque. On a dépassé les 2 € partout, quel que soit le carburant. Et même de 10. Voilà. Donc ensuite, il faut revaloriser les salaires. On peut le faire, je pense, avec une baisse substantielle de la CSG, qui, je le rappelle, rapporte plus que l'impôt sur le revenu, ce qui permettrait de réaugmenter le salaire net. En ce qui concerne il faut augmenter les primes, et notamment ce qui est faussement appelé la prime Macron. Ça, c'est une bonne chose. Je la vote dès demain. Sauf que ce n'est pas M. Macron qui paye la prime, ce sont les employeurs. Il y a un mécanisme fiscal quand même. Oui, il y a une conséquence pour l'État. Oui, M. Laurent, mais ce n'est pas le gouvernement qui sort l'argent, ce sont les entreprises, ce sont les employeurs et qui ne se font pas rembourser. Donc c'est d'abord une prime de l'employeur. Et puis l'inconvénient, c'est que tous les employeurs ne jouent pas le même jeu et n'accordent pas les mêmes primes. Mais ça va dans le bon sens. Et évidemment, avec une inflation qui repart à plus 5, plus 8%, il faut réindexer les pensions de retraite comme les prestations familiales sur l'inflation. Je rappelle simplement que ceux qui les avaient désindexés, c'est M. Édouard Philippe, M. Le Maire et le gouvernement de la majorité présidentielle en 2018. Pardon, François-Xavier Veyne, alors vous avez noté cette inflexion du gouvernement, on va dire ça comme ça, sur la destination des revenus les plus modestes. Quel est votre regard par rapport à ça? Et faut-il évidemment aller plus loin? J'imagine que oui. Alors techniquement, la notion de pouvoir d'achat, elle me pose déjà difficulté. On devrait plutôt parler de pouvoir vivre dans la dignité. Parce que ce n'est pas parce qu'on peut acheter une plus grosse voiture qu'on a plus de pouvoir qu'un autre citoyen. Là, on a eu véritablement un discours de droite. Parce que je n'ai pas entendu les mots actionnaire, dividende, CAC 40. Là, je paraphrase François Ruffin à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez été pour le voir. Mais véritablement, ce que je retiens du prix du carburant, moi, c'est les bénéfices records de Total au premier trimestre. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire là-dedans? En dehors de France. En dehors de France. Peut-être c'est une entreprise. Shell, en Angleterre, a été surtaxée. La question des prix, alors je vois que M. Franqueville a repris le programme de l'ANUPS. Le blocage des prix, c'est un impératif. Pourquoi? Pour les carburants, pour le chauffage, les énergies domestiques et pour 100 produits de première nécessité. On nous dit c'est pas possible, c'est tout à fait possible, ça existe dans des pays étrangers, mais ça existe en France, à La Réunion, c'est le cas. Donc si c'est possible à La Réunion, pourquoi ce ne serait pas possible dans les Vosges? Et on pourrait revivre dignement de son salaire et pas des petits chèques. Alors le dernier, c'était le chèque alimentaire, je ne sais pas, il y a eu plusieurs variations très récemment, je ne suis plus trop, mais on doit pouvoir vivre de son salaire. Sur la fonction publique, Sur la fonction publique, sur le SMIC, sur les retraites, effectivement, on veut une augmentation. C'est pas faramineux. Le SMIC à 1 500 €, on demande une augmentation de 15%. C'est totalement faisable quand on voit en comparaison le prix des carburants. On veut revoir la question de la CSG. La CSG, c'est un vrai problème. C'est quelque chose, c'est une petite ligne sur un bulletin de salaire. C'est des retraits sur une pension de retraite. On ne comprend pas à quoi ça correspond. Mais que vous gagnez 2 000 € par mois ou 20 000 € par mois, vous payez 9,2% de CSG et 0,5% de CRDS. Nous, on va faire quelque chose comme l'impôt sur le revenu. Petit salaire, petite retraite, petite CSG, gros salaire, grosse CSG. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en France et c'est une véritable problématique qui pèse sur la consommation. Dernier mot sur le dégel du point d'indice. Vous y êtes favorable, j'imagine. À quelle hauteur? Tout à fait qu'on y est favorable parce que les fonctionnaires qui ont leur point d'indice gelé depuis 2008, finalement, l'inflation avec un salaire qui stagne, forcément, on perd en pouvoir de possibilité de vivre dans la dignité. Autre point, cheval de bataille que l'on a, c'est l'encadrement du prix des loyers. Parce que ça a explosé. En 1970, le budget d'un foyer, c'était 10% pour le loyer. Aujourd'hui, on est à 30%. Dans les Vosges,
Dans notre circonscription, ça peut encore aller, mais dans les plus grandes communes, ça étouffe les foyers. Je vous félicite, messieurs. Pour l'instant, le temps de parole est pas trop mal réparti. Ce qui nous mène à la problématique plus large de l'emploi dans une circonscription où l'on compte quelques gros pourvoyeurs en la matière. On pense évidemment à Nestlé Waters, Vittel Contrex, dont on va parler dans un instant, mais aussi au Haye à Gironcourt, l'Hermitage à Bugnéville et bien d'autres. Secteur touristique aussi. Il n'a échappé à personne que 3 des 4 stations thermales implantées sur son territoire. Et des employeurs qui cherchent des salariés n'en trouvent pas toujours. François-Xavier Vagne, je reviens vers vous tout de suite. Cette inadéquation entre l'offre et la demande, comment la résorbe-t-on? Qu'est-ce qu'on fait? Et à l'échelle du territoire de cette circo, quelles sont les pistes qui paraissent intéressantes? Déjà, il faut bien centrer les choses. Il y a 19 fois plus de demandes d'emploi que d'offres. Donc on entend souvent dans le discours qu'il y a plein de demandeurs et qu'il y a plein d'employeurs qui cherchent. Ça dépend des secteurs, en fait. Ça dépend des secteurs et on y vient en secteur. On l'a vu pour l'hôtellerie-restauration après le Covid. Ils ont tous été mis de côté et puis personne ne revient parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres emplois qui sont moins fatigants. On ne travaille pas les soirs, on ne travaille pas les nuits et pour des meilleures rémunérations. Quelle a été la réponse validée par le MENEF, et comme quoi les caisses, c'était possible, augmenter de 16% les rémunérations de la convention HCR, hôtel, café, restaurant. Et adapter les conditions de travail. Beaucoup le font aujourd'hui aussi, avec des récupérations plus importantes, 2 jours consécutifs, etc. Tout à fait, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin du Covid? Est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire avant pour adapter cette pénibilité au travail de tous ces serveurs, de tous ces cuisiniers, de tout ce personnel de restauration qui au quotidien, souffrait finalement et était mal payé. Et c'est valable pour tous les métiers. Encore une fois, je vais citer Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, le patron du MEDEF, qui le dit très clairement, on va devoir augmenter les salaires. Oui, et quand vous augmenterez les salaires, ça intéressera les métiers les plus difficiles, bien évidemment. Et là, la solution. Jean-Jacques Gauthier, on parlait de Nestlé Waters, on va en parler tout de suite également, qui n'emploie plus qu'à peine 800 personnes, c'est ça, Vittel Contrex, alors que c'était... 843 fin 2021. Alors qu'on a été à 4000, près de 4000 dans les années fastes. Est-ce que ça, vous voyez ma question, est-ce que c'est la fin clairement de la mono-industrie sur le secteur particulier de Vittel Contrex? Et plus généralement, est-ce que c'est un réseautage plus important de PME qu'il faut aujourd'hui, tout en continuant à s'appuyer sur les gros employeurs de la circo? D'abord, je pense qu'on n'est pas là pour combattre les grands industriels de la circonscription. Ce n'est pas un inconvénient d'avoir l'Hermitage, 700 salariés sur la circonscription, Nestlé Waters, 843 sur la circonscription, d'avoir des leaders nationaux et internationaux sur notre circonscription. Ce n'est pas un inconvénient quand même. Il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Donc, moi, je pense que le rôle des élus, c'est plutôt de soutenir ces acteurs économiques, qu'ils soient petits, moyens ou grands, et pas de les combattre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soutenir non plus la question de la préservation de la ressource en eau. Mais on va y revenir après. C'est pas contradictoire, c'est même obligatoire. S'il n'y a pas une gestion de ressources en eau, il n'y a plus d'Hermitage ni de Nestlé. Donc, pour ce qui concerne Nestlé, il y a eu effectivement une contraction de la masse des effectifs, avec plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une baisse de prélèvement et des volumes. Moins 50% de baisse dans les GTI, on en parlera peut-être plus tard. 22% de baisse aussi sur toutes les nappes. Et la fin de la commande en Allemagne, qui va aussi générer sans doute de nouveaux... 15% de production en moins. Et puis, un certain bashing critique sans cesse sur le plastique et sur l'eau minérale en plastique. En tant que médecin, je préfère quand même qu'on boive de l'eau dans une bouteille plastique qu'une boisson américaine hyper sucrée avec 40 morceaux de sucre par litre dans une canette. Ce sera vraiment meilleur pour la santé. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut soutenir ces grands acteurs économiques en ayant une préoccupation environnementale, mais on y reviendra, et on tiendra les objectifs de réduction de la nappe, du déficit de la nappe. Ça sera l'objet d'une des questions, effectivement, sur la transition écologique. Christian Franqueville, vous êtes sur le territoire où un des poids lourds est installé, effectivement, l'Hermitage en l'occurrence. Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'on est sur une nouvelle ère, ou est-ce qu'on continue à avoir cet équilibre entre très gros et un peu de petits? C'est comme ça que vous voyez les choses? Je voudrais d'abord dire, puisqu'on a parlé de la fromagerie de l'Hermitage à Bugnéville, que je ne vois pas beaucoup de dividendes au CAC 40. Donc il faut faire très attention dans ce qu'on utilise comme verbiage. Bon, je pense que des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, il y en a sur notre territoire, et il ne faut pas tout mélanger. C'est une coopérative, on rappelle. C'est une coopérative, oui. Et donc, elle n'est pas cotée en bourse.
Moi, je dis que toutes ces entreprises que nous avons sur notre territoire, elles contribuent à l'exportation, dont Nestlé, bien évidemment, dont la fromagerie de l'Ermitage, mais aussi OI à Gironcourt. Toutes ces entreprises contribuent à la richesse. Malheureusement, cela a été dit, je crois que 80 milliards de déficit de la balance du commerce démontrent que nous avons encore beaucoup de choses à faire pour redonner de la compétitivité à nos entreprises. Donc, bien sûr, sur notre territoire, il faut déjà repartir des valeurs justes, je dis l'agriculture, l'agroalimentaire, avec peut-être l'étude de l'articulation des productions d'énergie avec l'agriculture, parce que demain c'est une économie, même si je conteste bien sûr ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a un élément aussi très fort. On a perdu beaucoup d'emplois aussi dans la filière bois. Il faut reprendre la main sur la filière bois, cesser d'exporter les grumes, comme c'est le cas aujourd'hui. On a des bois nobles et on ne récupère même pas la partie bois énergie pour faire de l'énergie de toutes sortes. Donc voilà. Arrêtez d'envoyer tout ça en Chine, par exemple. Voilà, tout à fait. J'ai fait un rapport en tant que parlementaire en 2016. Il est visible, vous pouvez le constater, le consulter sur Internet. Vous tapez, vous verrez. Christian Franqueville, rapport sur la filière bois. Vous y constaterez toutes les préconisations que je fais. Je suis parti en 2017, je n'ai pas entendu qui que ce soit reprendre cette manœuvre. Nos bois continuent à partir vers la Chine. Ça nous revient sous forme de produits finis. Donc là, des vrais sujets qui doivent nous inquiéter. La 4e circonscription a des potentiels. On l'a dit, Nestlé Waters. J'ai jamais fait partie, moi, de ceux qui considéraient qu'on avait affaire à un affreux capitaliste. Nestlé Waters, c'était jusque 2 milliards de cols d'eau. Ça a été une richesse sur notre territoire. Il a fallu effectivement limiter les prélèvements. Nous étions à 2000 milliards. Nous sommes passés à 1 milliard 200 millions de cols par an. Et là, nous allons passer, on a perdu 300 millions de cols sur l'Allemagne. Nous allons passer à 900 millions, c'est-à-dire 0,9 milliards. Et quand on sait que la logique industrielle d'embouteillage d'eau, c'est 1 milliard de cols, 250 emplois. Alors là, sur Vittel, on peut tout craindre. Donc, soyons plutôt dans l'accompagnement intelligent. Arrêtons de flinguer les entreprises qui apportent de la valeur ajoutée à notre territoire et aussi à la France. Sébastien Imbert, un mot sur ce dossier particulier de Nestlé Waters qui inquiète. On parlera de l'aspect écologique et de cette problématique de l'eau après, hein, mais sur l'aspect purement employeur. Sur Nestlé ? Oui. Alors sur Nestlé, c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites. On a effectivement moins de salariés aujourd'hui parce qu'aujourd'hui dans l'industrie, on a aussi une automatisation qui se fait beaucoup plus. Hein. On a des chaînes qui deviennent automatiques. On a effectivement la perte du marché allemand. On a effectivement des prélèvements en moins d'eau dans les différentes nappes. On y reviendra tout à l'heure, peut-être sur la partie nappe GTI, sur laquelle j'étais intervenu aussi en tant que conseiller régional en séance plénière. Donc effectivement, il y a ces difficultés-là, mais je pense, moi, en tant que représentant du Rassemblement national, que nous ne devons pas combattre ces grandes sociétés qui sont présentes sur notre territoire, mais au contraire les accompagner. Et pour le reste, sur les pénuries d'emplois, globalement, qu'on trouve aujourd'hui dans l'artisanat, dans l'hôtellerie-restauration, c'est parce qu'il y a deux choses. Il y a un constat qui se fait en deux aspects. Le premier, c'est que sur certains métiers industriels, on a une mauvaise image du métier, et donc il y a un travail à faire aussi avec l'éducation nationale, qui a un rôle aussi sur le fait qu'un certain nombre d'élèves ne s'orientent plus vers ces métiers-là. Le deuxième aspect, c'est les salaires, c'est les bas salaires. Et moi, contrairement à ce que propose la coalition d'extrême gauche, par exemple, sur l'augmentation du SMIC, je pense que l'augmentation du SMIC, au contraire, elle pèserait sur les entreprises et finalement les empêcherait, in fine, après d'embaucher. Au contraire, nous, ce qu'on propose, on a une solution qui est beaucoup plus intéressante, c'est d'augmenter, de donner la possibilité aux patrons de faire une augmentation de 10% pour les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, et cette augmentation serait évidemment sans charge, sans cotisation patronale. Voilà. Là, ça peut aussi redonner du souffle aux entreprises, parce qu'aujourd'hui, on a une hyper-fiscalisation qui est inadaptée. Christophe Laurent, c'est à vous de vous exprimer sur ce dossier. Écoutez, je ne vais pas reprendre, je crois qu'autour de cette table, tout le monde
est partisan de développer, d'encourager les filières qui ont déjà donné des résultats, notamment la filière bois, etc. Pour ce qui concerne Nestlé, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une vision d'ensemble, et je préférerais que nous en discutions au moment du passage transition écologique. Ça sera juste après. Ouais. Parce que c'est extrêmement lié, donc séparer l'emploi de l'aspect écologique, à mon avis, ça me paraît un peu difficile pour la compréhension des positions des uns, sur le reste du dossier d'emploi, et vous enchaînerai d'ailleurs derrière sur j'enchaînerai, si vous me permettez aussi, parce que pour répondre à quelques assertions que j'entends contester. Sur le dossier de l'emploi, d'abord, je voudrais rappeler qu'au niveau national, le taux de chômage, qui est désormais de 7,4%, est en baisse de 2 points depuis le début du quinquennat de M. Macron, d'une part, qu'il y a... Je sens bien les effets de la compétitivité, les 50 milliards de baisse de charges. Qu'il a été le plus faible, qu'il est au plus bas depuis 2008, et qu'il y a eu 1 million de créations d'emplois. Donc, moi, je constate... Comment ? Le taux de chômage dans la plaine n'est pas à 7,4%. Je parle au niveau national. Je parle au niveau national. Je reconnais que nous sommes dans la plaine avec un certain nombre de difficultés. Et d'ailleurs... vous savez bien que tout est lié, pas seulement avec la transition écologique, mais il est clair qu'on ne peut pas développer l'emploi sans se préoccuper de la mobilité. On ne peut pas développer l'emploi sans se préoccuper de l'attractivité du territoire. Et donc, il y a une politique globale que l'on doit mettre en œuvre, que le député doit défendre. Et c'est là où je pense qu'effectivement, on peut constater que, malheureusement, lors des derniers mandats de députés, on n'a pas empêché, mes contradicteurs n'ont pas pu empêcher le déclin de l'emploi dans la plaine. François-Xavier Veyne, vous vouliez apporter une précision? Je voudrais quand même apporter juste une précision sur la justice. Comme ça, monsieur Veyne pourra répondre. S'agissant du système judiciaire, le budget de la justice n'a jamais autant augmenté que sous le quinquennat de M. Macron. On partait de loin, il faut quand même le dire. Mais on partait de loin. Enfin, je veux dire, les partis qui ont été au gouvernement depuis 20 ans et qui sont ici représentés n'ont rien fait. Un effort a été fait, mais... Et d'autre part... Au-delà, sauf erreur, de la 20e, on partait au-delà de la 20e place, je crois, au niveau européen. Donc, vraiment, on était... Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a un grand nombre de recrutements de magistrats, et donc je m'inscris en faux par rapport à ce que vient de dire M. Veyne. Et je pense que la politique actuelle, la politique judiciaire du gouvernement n'a jamais été aussi favorable aux professionnels de justice. Bon, voilà, maintenant, on peut contester à perte de vue. Juste un point également en matière de pouvoir d'achat, puisqu'on a évoqué à la fois le déficit du commerce extérieur et les prix, les solutions pour le prix à la pompe. Je rappelle que M. Gauthier, par exemple, n'a pas du tout proposé de solution quant aux causes de l'inflation internationale sur les prix de l'énergie. Il est clair que c'est la raison du problème aujourd'hui. On ne maîtrise pas le prix de base du producteur et répondre par la fiscalité à ce problème, ce n'est pas raisonnable. Et puis, d'autre part, je pense qu'il faut bien comprendre que le déficit du commerce extérieur, notamment celui qui a été mesuré en novembre dernier, les chiffres nous ont été assénés, effectivement, et ils peuvent impressionner, mais c'est essentiellement dû à l'augmentation du coût de l'énergie. Et donc, je crois qu'il faut remettre les choses à l'heure. Jean-Jacques Gauthier, un mot, et puis après François. Rapidement, c'est que l'augmentation du coût de l'énergie, elle est la même partout en Europe. Et moi, j'insistais sur le fait que le déficit commercial français était le pire de toute l'Europe. Voilà. Et quand on donne 100 € pour le prix du carburant, ça fait 30 ans que ça dure. Il y en a 60 qui sont sur la fiscalité. Et dernier point sur le chômage, il y a peut-être eu une amélioration, mais liée aussi à la croissance qui avait redémarré en post-Covid l'année dernière. C'est une chose que il ne faut pas s'en féliciter et être particulièrement fier, parce qu'en matière de chômage, nous sommes 21e sur 27 en Europe. C'est-à-dire que quasiment tous les autres pays européens font mieux, évidemment l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est au moins 1 point de mieux que la France. Donc, ce n'est pas spécialement glorieux d'avoir ce résultat à 7,3 quand tous les autres font mieux. On est 21 sur 27 en chômage, mais par contre, on est premier sur 27 en impôts. Ceci explique peut-être cela. Je vais répondre premièrement, le déficit du commerce extérieur, ça fait 30 ans que ça dure. Vous savez bien que le déficit... On a battu pas moins 85 milliards. On a battu le record à cause du coût de
d'énergie, mais le comme déficit partout. du commerce extérieur, moi je le traitais comme quand j'étais étudiant, c'était déjà structurel. Ça fait 30 ans que à ça ce dure. niveau-là. Bon. Et par ailleurs, je crois savoir que les partis de gouvernement, que ce soit l'UMP ou le PS, se sont succédés au pouvoir depuis 30 ans, Certes. donc avec les résultats Ça que fait- l'on connaît aujourd'hui. Ça fait Bon. 10 ans. Oui. Par ailleurs... Rapidement, hein, parce que là, il faut vraiment oui. qu'on enchaîne. Écoutez, donc je crois que j'ai répondu. Alors François-Xavier Wein, un mot et vous enchaînerez si vous voulez bien sur le thème suivant, la transition écologique. Et on va attaquer directement sur le thème de l'eau puisqu'on était sur Nestlé Waters. Vraiment 2 mots pour la question de la justice. Le tribunal est à 500 mètres. Venez compter les Je juges connais avec moi. bien votre tribunal. Oui. Je ne parle pas du tribunal administratif, hein, je parle Moi, du mais judiciaire, je c'est connais totalement aussi les différent. tribunaux judiciaires, Mais vous on connaissez. ira. Je voulais juste apporter une précision, et ça j'en parle pour ma suppléante, sinon elle me taperait dessus. La parole du médecin est souvent parole d'évangile. Dire que l'eau en bouteille est mieux que tout, non, c'est l'eau du robinet. Et là, il faut vraiment être hors de toute considération pour ne pas vanter en premier l'eau du robinet. C'est mieux qu'une boisson américaine hyper sucrée. Je préfère boire de l'eau. On va parler de... Non, mais y parce que compris de l'eau de Vittel. on va peut-être pas épiloguer là-dessus, mais je vous rappelle que votre ancienne adjointe a été condamnée pour prise illégale d'intérêt pour une surdéfense des intérêts de Nestlé. Parlons-en, la seule prise illégale d'intérêt de... Je suis pas lié par cette affaire-là. moi. Vous n'êtes pas lié, mais ça, Oui. ça montre J'aime du autant vous lobbying l'entendre de dire. Nestlé. Oui. C'était des gens proches de vous, en tout cas. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Les élus doivent être proches des acteurs économiques, de tous Ils les sont acteurs très très économiques. proches de Nestlé en faisant de la publicité pour de l'embouteillage en plastique. Vous l'êtes d'autant plus. Moi, je fais de la publicité pour le service public et pour l'eau du robinet. Vous voyez. Donc moi, je défends le pour de citoyen l'eau, parce que tout le y monde n'a pas compris les en moyens bouteille plastique, d'acheter ces de l'eau bouteilles. naturelle, non traitée, Oui. et qui est défendons bien les nappes, meilleure ce que serait de l'eau ce sera américaine l'étape sucrée. d'après. Et je voulais juste qu'il n'y ait pas d'amalgame. Oui, l'Hermitage, c'est une excellente entreprise et tant mieux qu'on l'ait. Nestlé, on parle de CAC 40, il ne faut pas confondre. Nestlé, c'est suisse. Donc l'argent part chez les Suisses et aux actionnaires. Un Français peut acheter des actions suisses, mais on n'est pas dans le CAC 40, là c'est suisse. Et vous citez tout à l'heure OI, c'est l'ancien BSN, la Véry. Le I de OI, c'est Illinois. Donc le côté local est présent. On pourrait citer Sorepla qui est thaïlandais, qui était sous pavillon au Panama avant. Faut bien préciser C'est américain, que certes, mais ça a créé de l'emploi sur ça crée de l'emploi circonscriptions, sur hein. le secteur. Mais du coup, vu que c'est américain, c'est très compliqué. Alors que l'Hermitage, vu que c'est une coopérative, c'est quand même ancré sur le secteur et c'est une excellente chose. C'est devenu le premier employeur privé parce que les chiffres sont un petit peu faux. Hein. On est en dessous de 700 et pour 2023, c'est un prévisionnel de 600 emplois chez Nestlé. Vous parlez de Nestlé, oui. Alors que l'Hermitage est devenu le premier employeur privé. L'Hermitage recrute. Ouais. Et l'Hermitage recrute. Alors un mot sur l'eau, rapidement, sur Nestlé Waters, donc avec cette affaire, entre guillemets, qui dure. S'il vous plaît, sur OI. Moi, je parle que c'est bien qu'on dise qu'on a la connaissance d'une entreprise comme ça. En 2013-2014, les dirigeants de OI viennent me voir, me disent on arrête tout investissement à Gironcourt parce que nous avons une ligne entre Gironcourt et Neufchâteau qui est complètement fichue. On ne peut plus rouler avec... Donc, Ligne ferroviaire. et on veut nous la faire payer. Et cette entreprise refusait d'investir si on ne refaisait pas la ligne. Alors, vous savez, je crois que quand on veut avancer des noms d'entreprises, il faut connaître leur histoire. Parce que l'histoire de OI, c'est aujourd'hui 200 emplois péniblement, mais on en a connu plus de 1000, 1500 emplois à la Verrerie. C'est sûr, mais elle a failli disparaître. Et dernier point, Jean-François, sur OI, qui est un acteur incontournable de l'Ouest vosgien, il faut rappeler que OI, c'est 80 usines dans le monde, c'est 40 en Europe. Donc, depuis les États-Unis, regarder Gironcourt, il faut de grosses jumelles. Et donc, pour faire décider qu'on investit à Gironcourt plutôt que dans les 40 usines d'Europe ou dans les 80 usines mondiales, il faut mouiller sa chemise, effectivement. Il y a eu un accompagnement par les politiques sur le fret ferroviaire et également pour la réfection du nouveau four qui s'est fait récemment en 2019 et qui garantit le deuxième four, effectivement. On y était. Allez, on parle du GTI, le fameux GTI, le grès du trias inférieur qui ne se recharge pas suffisamment. Ça, tout le monde l'a fait le constat. Les industriels, donc Nestlé Waters principalement, mais aussi l'Hermitage, ont été conviés à limiter leur prélèvement d'eau utilisée dans le processus de production. C'est important parce que parfois la confusion est faite. On pense que c'est de l'eau qu'on boit, mais pas du tout. C'est de l'eau qui est utilisée dans le processus, notamment le nettoyage. Le collectif O88 réclame l'arrêt pur et simple pour privilégier l'accès à l'eau des populations. François-Xavier Wein, qu'en pensez-vous? Que faut-il faire? Accompagner, on a bien vu la logique de ce débat. Est-ce qu'il faut accompagner et surveiller de près peut-être l'industriel ou est-ce qu'il faut passer à autre chose?
On a une problématique de mono-industrie. Alors, les personnes ici présentes sont plus compétentes pour moi pour parler de la perte d'emploi, parce que c'est en déclin et ça va continuer à l'être. C'est déjà prévu pour 2023 des suppressions de postes. La question de la nappe GTI, pour faire simple, pour bien expliquer, il y a 3 nappes A, B, C. La GTI, c'est celle qui est la plus profonde. C'est celle qui est le plus difficile à recharger. Qui se recharge historiquement, ça se compte en dizaines, centaines d'années. C'est très difficile d'ailleurs scientifiquement de savoir à quelle vitesse ça se recharge. Au niveau de Nestlé, ça a été évident qu'il y avait une surpompage de cette nappe-là. Le volume a été réduit, mais ça a été insidieux parce qu'il y a eu un gros article sur Vosges Matin en disant Nestlé demande à réduire le pompage. Alors, c'était demande comme si elle avait besoin d'une autorisation pour arrêter. Mais juste derrière, et c'est passé incognito, il y a une enquête publique qui s'est déroulée pour prélever plus sur les nappes supérieures. Et du coup, avoir des autorisations qui leur permettront de prélever plus. C'est insidieux, ce système. Nous, ce qu'on demande, et ce qu'on souhaite dans l'ANUPS, c'est d'instaurer la règle verte. La règle verte, c'est extrêmement simple. On ne prélève pas plus à la nature que ce qu'elle peut régénérer en un an. Donc une nappe, on va dire, c'est très simple, on voit c'est une flaque d'eau, on regarde le niveau à l'hiver, on pompe, on remet, on voit si elle est revenue à niveau. Aujourd'hui, elles ne sont pas à niveau. Et le projet de Nestlé Waters, qui est soutenu par la préfecture, ça va être de dire, même si on n'a pas encore les résultats scientifiques pour être sûr qu'on peut pomper, on continue à pomper, et le principe de précaution, derrière le principe économique, eh ben on le met de côté. Ça va faire quoi tout ça? Ça va faire... Donc vous demandez une suspension immédiate, pour être clair. Pas une suspension immédiate de tous les pompages, mais une véritable réflexion sur les volumes. L'emploi et le tourisme, c'est intrinsèquement lié à tout ça. Donc on peut prélever sans regarder. Qu'est-ce qui va se passer le jour où il n'y aura plus assez d'eau? Nestlé partira et puis il n'y aura plus d'emploi. C'est comme ça que ça va se terminer. Si on fait une politique raisonnée du prélèvement de l'eau, ça ira beaucoup mieux. Mais la raison face à l'économie, ça a beaucoup de mal. Sébastien, votre point de vue sur ce dossier. Après, on embrayera sur les éoliennes, sur toute la problématique de la transition écologique. Les éoliennes, votre territoire est effectivement très, très impacté. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Donc sur ce dossier précisément, nous ce qu'on souhaite, c'est que effectivement cette nappe soit exploitée de façon raisonnée. C'est pour ça que lorsque j'étais intervenu au Conseil régional, j'avais affirmé mon opposition au fait qu'on aille chercher via des pipelines de l'eau plus loin pour les besoins en eau potable du territoire. Le projet a été abandonné. Le projet a été abandonné depuis. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que ça soit raisonné. On peut regretter d'ailleurs au passage que le préfet ait allongé la durée avant le retour à l'équilibre, ce qui peut être aussi problématique parce que les niveaux de rechargement aujourd'hui se font de plus en plus lentement. Avec les sécheresses à répétition. Avec les sécheresses, et effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de communes qui se retrouvent en alerte sécheresse, y compris dans notre département, chaque année, en période, notamment l'été, parce qu'on a ce manque de pluie, et puis le manque de neige aussi en hiver, puisque la neige aussi sert à recharger. Donc voilà, ça c'est une problématique. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même conforter l'activité économique de Nestlé, parce que bien sûr il y a des emplois en jeu, mais ça participe aussi de la notoriété des villes d'eau sur place, parce que cette eau est exportée dans le monde entier. Marcher sur ces deux jambes, on a bien compris, mais comment on fait? C'est une image de marque. Voilà. Marcher sur ces deux jambes, on a compris l'idée, mais comment est-ce qu'on fait en pratique quand vous dites, comment est-ce qu'on fait? Mais on est regardant, mais il faut accompagner. Il faut à un moment donné, nous, par exemple, ce qu'on disait par exemple à l'échelle du Conseil régional, c'est que nous, on travaille avec ces boîtes en donnant des subventions, par exemple, ou en accompagnant des projets. Ce qu'il faut, c'est les conditionner au fait que les choses soient faites de façon raisonnable. Et puis je pense que là, on ira plus facilement dans le bon sens. Christian Franqueville, sur Nestlé. Après, on élargira le propos. Parce qu'il faut... On va essayer d'être rapide, mais globalement, on avait un pompage de 3 millions de mètres cubes par an dans une nappe qui rechargeait qu'à 2 millions. Donc 2 millions. Donc automatiquement, on a un delta qui nous conduisait à une situation dangereuse. Pour autant, il y a eu quand même une responsabilisation des entreprises. Nestlé, quoi qu'on en dise, a compris que la matière était précieuse et qu'il fallait la préserver. La fromagerie de Bulgnéville, qui pompait 920 000 mètres cubes il y a 7-8 ans, aujourd'hui, en pompe 480 000 mètres cubes. Donc on n'a pas affaire qu'à des irresponsables. L'économie, ça doit être pris en charge de manière responsable. Et donc dans cette... Franchement, il a quand même fallu que les citoyens mettent leur nez dans l'histoire. Mais c'est évident. Moi, ce que je reprocherais dans cette affaire, c'est que
À un moment donné, quand on a découvert vraiment quelques alertes par des hauts fonctionnaires, les alertes ont été données, on a plutôt essayé de mettre la peau sur la bouillie et de cacher, et de faire des comités théodules plutôt que d'exposer objectivement, intelligemment à la population le problème et les enjeux économiques. Le prélèvement de l'eau, pour vendre de l'eau, excusez-moi, quand on vend 30 centimes un litre d'eau ou 1,5 litre, c'est quand même pas la même chose que quand on vend un mètre cube à 1 euro. Donc l'enjeu économique est très important, les emplois derrière et l'activité économique de la plaine. On sait que les emplois vont encore baisser. Mais moi je dis, faire un procès aujourd'hui, moi je fais plus le procès sur le plastique qui a été traité n'importe comment. On n'a pas anticipé, on a fait des mers de plastique dans les océans et aujourd'hui le vrai problème. Et moi je dis... Parler des décharges qu'on a, enfin des décharges qui datent de plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit avancer sur l'innovation, la recherche et travailler peut-être avec des partenaires tels que OI qui est sur place pour voir le nouvel emballage qu'on pourrait, emballage perdu ou recyclé, réétudier un nouveau schéma pour l'eau et non pas rester statique comme ça. Jean-Jacques Gaultier sur ce dossier-là. Après, je vous demanderai d'être concis, mais il faudra élargir quand même. Les éoliennes, c'est important encore une fois. Et puis tout le mix énergétique. C'est important. Quelques points. Premièrement, en ce qui concerne la nappe des GTI, quelques principes qui ont été abordés. 1. Priorité aux habitants, ce qui doit permettre de rassurer un certain nombre de personnes et d'associations. C'est écrit textuellement dans le protocole d'engagement volontaire des acteurs publics et privés. Priorité aux habitants. Deuxièmement, réduction du déficit à échéance 2027. Et vous verrez, je suis prêt à parier avec vous, qu'on obtiendra ce résultat avant 2027. Troisièmement, quand je regarde, ne serait-ce que par l'industriel qui est souvent dans la ligne de mire, il avait une autorisation à 1 million de mètres cubes de prélèvement. Il est passé à 500 000 mètres cubes dans le GTI. Et là, il va demander 200 000 mètres cubes. Vous êtes déjà quasiment à 800 000 mètres cubes d'économisés. On parlait d'1 million de déficit au départ. C'est moi terminé. Vous ajoutez à cela les efforts qui sont faits par les collectivités locales, notamment Vittel contre Aix-et-Ville, qui auparavant, effectivement, foraient dans le GTI, qui est la nappe, qui avait un déficit, ce qui n'est pas forcément le cas des gîtes A ou des gîtes B auxquels vous faites allusion, pour des raisons hydrogéologiques, parce que le C est coincé entre deux couches imperméables, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc vous voyez qu'avec ces mesures de l'Hermitage de Nestlé, qui a réduit de 50% ses prélèvements dans le gîte C et de 22% sur l'ensemble des gîtes, plus les mesures sur les forages des collectivités locales. Donc tout ça sera suffisant. On va, je suis tout à fait confiant pour obtenir une réduction du déficit des GTI avant le terme prévu de 2027. Dernier point, s'il vous plaît, il ne faut quand même pas, par ces actions-là, moi j'ai vu les conséquences de ces actions, y compris à l'étranger, sur Nestlé. Et quand on regrette la perte du marché allemand, je pense que les campagnes de dénigrement de l'entreprise et derrière l'entreprise du territoire ne sont pas totalement étrangères à ces pertes de marché. Alors, c'était les citoyens, c'est aussi terrible mauvaise des maires aussi, des maires des petites communes aussi qui étaient inquiets. Oui, donc il a fallu quand même. N'a pas fait de bonne publicité à l'entreprise et derrière l'entreprise au territoire. Car je suis désolé, quand on exporte une bouteille de Vittel dans le monde entier, c'est le nom de Vittel qu'on exporte dans le monde entier. Et ça n'a pas de prix. Et il ne faut pas réduire la capacité de développement de notre territoire. Il faut que ces industriels, l'Hermitage et Nestlé, puissent continuer à se développer. Et je dirais même au-delà, il faut que de nouveaux industriels puissent également venir se développer. Et ce n'est pas en répandant l'idée fausse, en disant c'est un désert d'eau qu'on va inciter les gens à venir. Je rappelle que le GTI, c'est quand même l'aquifère le plus important de la région Lorraine et que la problématique sur la partie sud-ouest de la nappe est en train d'être résolue dans des délais inférieurs à ce qui était convenu. Alors on a bien compris qu'il y avait des buveurs d'eau minérale et des buveurs d'eau de robinet sur ce plateau. Christophe Laurent, vous a pas entendu et je vous demanderai d'enchaîner ensuite sur les propositions en termes de mix énergétique sur le territoire. Essayons d'être vraiment sur le territoire. Écoutez, moi, à écouter mes contradicteurs, je constate deux choses. La première, c'est que les acteurs, les différents acteurs concernés par la nappe des GTI n'arrivent pas à s'entendre. Et d'autre part, comme l'a souligné M. Franqueville, il y a un certain manque de transparence. Donc je vais faire une proposition. Je ne suis ni élu local à Vittel, ni élu local à Bunéville, donc j'ai une certaine indépendance. Et moi, je propose que le futur député soit un médiateur dans cette affaire, rassemble tous les acteurs et les amène à une solution qui sera satisfaisante
pour tout le monde. C'est une gageure, c'est quelque chose d'assez difficile à réaliser, mais je pense que c'est le rôle du député de la 4e circonscription de s'engager pleinement dans cette affaire. Alors voilà. C'est juste, Monsieur Laurent, ça a déjà été fait, et depuis de nombreux mois, puisque j'étais présent aux côtés du préfet, y compris le jour de Noël, pour présider à la rédaction du protocole d'accord d'engagement des acteurs publics et privés pour réduire la réduction. Je ne nie pas vos efforts, ni la qualité de votre travail. Je dis simplement que pour être un médiateur dans cette affaire, il faut être totalement indépendant. Donc, ne serait-ce que parce que la ville de Vittel est concernée en fait par les recettes qui sont générées, je pense que actuellement, vous ne pouvez pas être le médiateur dans cette affaire. Je ne peux pas m'en désintéresser. Et je ne m'en désintéresserai pas. C'est vrai, vous ne pouvez pas vous en désintéresser. L'intérêt dépasse largement Vittel contre Aix-et-Ville-Bugneville. C'est l'intérêt du département des Vosges. Et en tout cas, je ne peux pas cautionner que dans certaines réunions, et notamment au Palais des Congrès, certains énergumènes aient pu traiter un préfet d'assassin, un président de conseil départemental de voyous ou des élus de voyous. Tout ça est inacceptable. On peut avoir des convictions, mais il faut maintenir les formes. Alors, il y a plus généralement un conseil départemental qui a été condamné, donc c'est un délinquant. En tout cas, j'insiste sur le rôle important que doit avoir le député dans cette affaire. Vous voulez qu'on fasse la transition? Absolument. Oui. Alors, écoutez, donc, vous savez bien que le gouvernement prône les énergies renouvelables. Alors, s'agissant des éoliennes, je constate... On est un peu sur pause, clairement, les éoliennes terrestres. Moi, je regrette une chose. Si on prend la carte de France des éoliennes, on s'aperçoit que finalement... Plutôt moins qu'ailleurs, oui, chez nous. Peut-être moins qu'ailleurs, mais en tout cas, vous parlez de la 4e circonscription, parce que... Non, sur les Vosges, à l'échelle vosgienne. Oui, peut-être heureusement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on constate que la carte de France des éoliennes suit la carte de la grande pauvreté. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu troublant. Et je crois que nous, dans les Vosges, on doit, autant il faut, sur le plan national, et sur le plan, à l'échelle d'une région, il faut encourager le développement des éoliennes, autant il faut faire attention à préserver les paysages naturels remarquables. Et je pense que dans les Vosges, il y en a un certain nombre. Je pense qu'en particulier dans le sud de notre circonscription, il n'est pas raisonnable d'envisager de mettre des éoliennes dans la forêt de Darney. Je crois qu'on ne peut Donc pas... vous êtes contre les éoliennes de Gruel-et-Surance qui sont sur le territoire de Darney, forêt d'exception? Je pense qu'une éolienne dans une forêt d'exception, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je n'ai pas de pouvoir décisionnel dans la matière, mais je ne recommande pas ce genre de... Et d'ailleurs, entre parenthèses, il s'agit d'un projet. On oublie souvent qu'après le projet et l'offre de l'industriel... Une fois qu'on a mis le mal de mesure, en général, on va au bout. Non, on ne va pas forcément au bout, parce qu'il y a quand même une justice administrative, comme le rappelait M. Vine tout à l'heure, qui peut intervenir et rectifier les erreurs quant à l'atteinte à l'environnement. Donc je crois qu'il faut encourager les éoliennes, mais pas les mettre n'importe où. Et je crois qu'il y a certainement des territoires dans les Vosges qui peuvent les accueillir. Je ne le dis pas. Peu, mais parce que le massif s'est exclu. Oui, mais d'accord. Mais je veux dire, on est dans un territoire remarquable. Je pense que la route thermale aussi doit être préservée. Il y a un certain nombre de... Alors, il faut peut-être prendre de nouvelles mesures législatives. Et c'est là qu'intervient le rôle du député. Et je pense d'ailleurs que, nonobstant ce que dit M. Gauthier, je serais à même, le cas échéant, de faire une proposition de loi dans ce sens. Sébastien Imbert, vous n'allez pas dire autre chose, j'imagine, sur les éoliennes en tous les cas? Écoutez, nous, sur la question des éoliennes, on y est totalement opposé. On considère effectivement que c'est une arnaque écologique qui n'a aucune forme d'utilité dans le mix électrique français. Il suffit de regarder l'utilisation du mix électrique en temps réel, notamment lorsqu'il y a des pics en termes de besoin d'électricité, pour se rendre compte que l'éolien est sous-sollicité, les rendements sont faibles, c'est une énergie intermittente, finalement, qui n'a que des inconvénients, parce qu'on dégrade les paysages. Il y a des impacts sur la biodiversité, sur la santé humaine et animale, et puis des dévalorisations immobilières aussi importantes. On parlait du dossier de Gruel-et-Surance. Moi, je regrette, par exemple, que M. Gauthier ait, dans l'enquête publique, donné un avis positif. On ne peut pas... aujourd'hui, sacrifier ces territoires. Le territoire de la Vosges, dans lequel je suis élu, ne vit aujourd'hui plus que du tourisme et du thermalisme. C'est un territoire à préserver. Si demain, on a 8 éoliennes et peut-être plus par la suite sur Gruel-et-Surance, ça aura
un impact sur ce territoire, sur le tourisme. Je regrette également que, ici même, en tout cas, je dénonce aussi qu'un certain nombre de candidats qui étaient favorables changent d'avis ou commencent à poser des conditions. Au bout d'un moment, il faut avoir des convictions, il faut être clair sur la question. Il faut aujourd'hui, il n'y a pas de en même temps. Donc si vous êtes député, à vous entendre, il faut aujourd'hui nous opposer totalement à l'implantation le en même d'éoliennes. temps, pour moi, c'est de donner un cadre plus strict à l'implantation des éoliennes. Ça n'a rien, on a une saturation de la plaine des Vosges. On a des promoteurs qui sont à l'assaut de toutes les communes. On a le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui a été pondu par Michel Henrich, de votre famille politique des Républicains, qui prévoit de recouvrir la totalité des Vosges centrales en éoliennes. Je crois que ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, nous n'en avons pas besoin dans le mix électrique français. Il faut au contraire... Pour atteindre l'autonomie, puisque vous parliez du SCOT, l'objectif c'est en 2050 d'être en territoire énergie Finalement, positive. Il faut réinvestir dans le nucléaire, qui est une véritable énergie propre et décarbonée, dans l'hydroélectricité également. qui peut être intermittente aussi, et qui le sera peut-être de plus en plus, si je peux me permettre, avec la problématique des cours d'eau, tout simplement. Il va falloir stopper ces énergies dites renouvelables qui représentent une arnaque écologique. François-Xavier Vagne, vous étrangliez, je vous écoute. Le nucléaire décarboné, je veux bien l'entendre. Le nucléaire propre, vous habitez pas Thionville, vous n'avez pas de pastille d'iode chez vous, et puis c'est pas chez vous qu'on va stocker les déchets nucléaires. Ouais, donc faut rappeler quand même qu'on est sur un territoire à côté de Bure, qui est le centre... Carte de la pauvreté, ça a été dit tout à l'heure, et c'est juste. Bure a récupéré, les communes de Bure ont récupéré l'enfouissement parce que ça fait partie des communes les plus pauvres. Nous, on a un principe directeur qui est très fort, ce qu'on disait tout à l'heure, cause-conséquence. Et c'est pareil pour le service public de la distribution de l'eau, on veut un service public. La production d'énergie, ça rentre dans le cadre de l'intérêt général. Donc ça va être quelque chose qui doit être fait par le service public. EDF et des filiales d'EDF, mais qui reste dans le service public. Aujourd'hui, vous avez quoi? C'est paru dans votre journal il y a quelques semaines, à Dompère. Grande inauguration du parc d'éoliennes et on voit le directeur général de Neoen, société privée qui fait du bénéfice. Autre projet un peu plus haut, c'est Solenval. Alors j'ai regardé sur société.com, société privée qui fait du bénéfice et qui loue du terrain et qui fait de l'argent sur de l'électricité. Si on met un service public fort, eh bien, ce sera l'État qui décidera où on doit en implanter et pourquoi on doit les implanter là, et pas suivre la carte de la pauvreté. C'est tellement choquant, c'est comme si demain, je vous disais, on va ouvrir une école McDonald's ou un hôpital Intermarché. L'éolien doit être public. Et ne me dites pas qu'on est d'accord, parce qu'on n'est pas du tout d'accord. Vous avez un projet Hercule qui est porté par votre majorité. Le projet Hercule, c'est démanteler EDF pour que le nucléaire reste public, parce qu'il est à bout de souffle, le nucléaire. Il y a une centrale sur 2 qui ne marche plus. Et pourquoi? C'est pas la problématique du nucléaire, c'est parce qu'il n'y a plus d'eau pour refroidir les cours d'eau. On rejette de l'eau trop chaude. C'est une réalité. Dites pas non, c'est une réalité. Il y a des préfets qui demandent des autorisations de passer de 30 à 36 degrés. Le nucléaire... C'est une inquiétude, dans tous les cas, ça c'est sûr. Et le projet Hercule, c'était de dire RTE, le transport d'électricité, on l'ouvre à l'actionnariat, comme on a fait avec la Française des Jeux, super. Et les barrages qui marchent très bien, la part d'électricité des barrages est énorme en France, et ben on le confie à du privé, à du Veolia. On fait la même chose, on privatise. Comme on a perdu les autoroutes, on va perdre les barrages. Donc non, on est en total désaccord sur la gestion de la production énergétique en France. Christian Franqueville. Le problème de l'éolien n'est pas le seul problème qu'il nous faut examiner. C'est le plus visible. On vient de parler, et à juste titre, tout le monde se prononce extrêmement bien, avec prudence, sur cette problématique de l'énergie atomique. Donc, il faut regarder au-dessus, à côté, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On fait de l'éolien, on fait du photovoltaïque, on fait de l'hydraulique en sachant que si les cours d'eau baissent aussi, on va avoir des problèmes. Donc tout ça, ça mérite une grande étude, un Grenelle de l'environnement pour se prononcer. Mais on voit bien, pour en revenir, moi je suis pour le photovoltaïque. Le photovoltaïque à condition qu'il ne grève aucun mètre carré de terre cultivable. Le photovoltaïque... Donc vous êtes contre les grands parcs solaires qui sont en train de se développer? Tout à fait. C'est les toits des entreprises, c'est les parkings, c'est les routes qu'on peut couvrir de photovoltaïque, puisque là, j'ai un ami qui me disait hier, 740 hectares rien que les fermes dans les Vosges. 740 hectares pour faire du photovoltaïque sans prendre de terre. Donc ce photovoltaïque, il faut le développer. Donc sur les hangars, l'éolien, c'est quelque chose d'inadmissible ce qui se passe. On a le sentiment
que effectivement la paupérisation des territoires pousse les élus locaux qui sont démarchés, harcelés, et ainsi que les citoyens eux-mêmes. D'ailleurs, l'astuce que j'ai vue dernièrement, c'est qu'on appelle la sensibilité verte des citoyens en leur disant « il faut que votre épargne devienne verte ». Cassez votre épargne pour la mettre dans des sociétés d'économie mixte pour créer un parc éolien. Je vois bien, majorité, bien sûr, restant privée. C'est là-dessus, je suis scandalisé par ça. Mais, donc on arrête l'éolien terrestre pour vous, en tous les cas, dans les conditions dans lesquelles il se propage aujourd'hui. Et d'autant plus qu'on voit bien, il y a des schémas. Regardez l'Ouest vosgien. On sait que finalement, dès que vous passez Épinal, là où on va de plus en plus, on industrialise, on concentre l'activité économique et humaine sur ce secteur-là. On voit bien le développement sur Saint-Dié, économique, touristique et tout cela, sur la Bresse, Gérardmer et Remiremont. Et là, on ne voit pas, il n'y a pas de vent, oui, vous n'avez pas remarqué, il n'y a pas de vent dans ces coins-là. Le vent, il est en dessous d'Épinal. Il est en train de venir... donc, il va falloir, quel que soit le député qui va sortir de cette affaire, qu'il se penche sérieusement sur la question. C'est une question de sensibilisation également du peuple. Jean-Jacques Gaultier, un mot là-dessus. On va parler aussi évidemment du retour du rail espéré sur la ligne 14 en termes de transition écologique, sachant qu'il nous reste la santé derrière. Donc je vous demande d'être économe en termes de temps de parole. Très rapidement sur l'éolien, je remarque que tous, autant qu'on est autour de la table, on peut aujourd'hui imposer un projet éolien contre l'avis de tous les élus ici présents, et ce qui est encore plus grave, contre l'avis des maires et des conseils municipaux directement concernés. Alors, effectivement, je pense qu'il y a des mesures législatives à prendre. J'en ai proposé un certain nombre, Monsieur Laurent, y compris en février 2022, cette année. J'ai proposé qu'on puisse mettre un droit de veto pour les maires et les conseils municipaux concernés. Votre gouvernement l'a refusé et la majorité présidentielle a refusé ce droit de veto. Donc aujourd'hui... C'est pas la bonne solution. Ah bah oui, mais vous avez expliqué. Vous savez, un préfet, il reste 2-3 ans sur le secteur et puis ensuite il s'en va. Les maires et nous, on reste. Et là, on s'engage sur des projets sur plusieurs dizaines d'années. Donc, à la rigueur, même une bonne mesure qu'on impose, ça devient souvent une mauvaise mesure. Je pense qu'un droit de veto des maires, y compris après une consultation citoyenne, ce n'est pas quelque chose de choquant. Moi, je l'avais proposé, le gouvernement et la majorité présidentielle l'a refusé. Comme ils ont refusé les modifications du Code de l'environnement visant à refuser les distances par rapport aux premières habitations, qui sont à 500 mètres. C'était l'époque des anciennes éoliennes beaucoup plus petites. Aujourd'hui, on a de véritables tours Montparnasse à 200 mètres. J'avais proposé qu'on passe à 1000 mètres. Ça a été également refusé par le gouvernement qui est resté sur ces 500. Il y a des aménagements à trouver, c'est sûr, sur l'éloignement. Allez, on va faire un petit tour de table rapide sur la ligne 14, je le disais, celle entre Nancy et Méret, dont le retour est attendu en 2025. Les associations, vous l'avez bien noté, n'y croient pas. Et vous, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous le souhaitez ? Ça, j'imagine que oui. Et est-ce que tout va être mis en place pour que ça se passe ? Sébastien Habert, vous êtes un peu en retard en termes de temps de parole, mais alors allez-y. effectivement, nous, on est favorable aux petites lignes ferroviaires. Hein. On vote toujours dans ce sens au Conseil régional. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est qu'on ait eu un sous-investissement chronique de la part de l'État, de la part des anciens conseils régionaux. Hein. L'ancienne région Lorraine n'investissait pas suffisamment dans le ferroviaire. 26 millions d'euros sur la ligne 14 avant le changement de majorité. 26 millions d'euros. Mais écoutez, c'est pas aujourd'hui, on se rend compte que voilà, ça n'a pas été suffisant puisque cette ligne a été fermée. Alors ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, nous avons David Valence, qui est vice-président chargé des transports à la région, qui a finalement favorisé son territoire. Alors, bien sûr, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour cette partie du territoire vosgien, mais en attendant, le parent pauvre, quelque part, ça a été l'Ouest vosgien. Donc, alors, vous y croyez, vous n'y croyez pas ? Est-ce que vous êtes inquiet comme les associations ? Ce retour annoncé en 2025. Et puis, en creux, l'appel aussi à la concurrence. Voilà. Donc, bien sûr que cette ligne rouvrira. C'est prévu. Ce qui est par contre quelque part inquiétant, c'est l'ouverture à la concurrence, et ça on est beaucoup plus dubitatif autour de ça, parce qu'on sait que lorsqu'on délègue, parce que là on est dans une délégation de service public, on n'est pas dans une privatisation comme en Angleterre, il ne faut pas confondre les deux. Lorsqu'on délègue le service public à un privé, on perd la notion de service public puisqu'il y a une recherche de rentabilité.
qui dit recherche de rentabilité dit si on est sur certains arrêts à des endroits où on n'a pas suffisamment de passagers qui prennent le train, on va vouloir réduire les temps de trajet et supprimer certains arrêts. Et finalement, c'est le maillage du territoire qui en prend un coup. On l'a vu par exemple, alors là on est sur une ligne aussi qui sera prochainement ouverte à la concurrence, Épinal-Saint-Dié, où après la réouverture on a eu des arrêts de supprimés, je pense à Saint-Léonard et Docelles, même si ce n'est pas notre circonscription. Donc demain ça peut... La réouverture de ces 2 arrêts est actée pour 2023 ou 2024. Mais après voilà, c'est acté, mais on va voir aussi ce que décidera le privé, parce que la région effectivement garde la main sur une partie de la politique menée sur ces lignes. Mais le privé va vouloir aussi... Il y aura une contrepartie, il ne faut pas l'oublier. Jean-Jacques Gaultier, rapidement, sur cette ligne. D'abord, il faut pas... Vous connaissez... Oui, très bien. On ne peut pas comparer Épinal-Saint-Dié avec la ligne 14, Nancy-Pont-Saint-Vincent, Mirecourt, Vittel-Contrex. D'abord parce que ce n'étaient pas du tout les mêmes montants d'investissement. Donc ce qui pouvait se faire dans un cas ne pouvait pas se faire dans l'autre. On était sur des rapports d'investissement complètement différents. Donc, effectivement, je crois à ce dossier et je le soutiens très fermement. La ligne a été fermée en 2016, je n'étais pas député. Moi, je souhaite, en tant que député, pouvoir la réouvrir. Il y a un appel d'offres qui a été passé, alors une ouverture à la concurrence permise par la loi. Ce n'est pas une privatisation. Le service public peut répondre, et je dirais même doit répondre à cet appel à la concurrence. On aura une attribution du marché en 2023, mi-2023, et derrière, la réalisation des travaux, 1 an et demi, on peut raisonnablement envisager une réouverture de la ligne et des trains sur 2025. Il ne faut pas mentir aux gens, ce ne sera pas 2023, 2024 un peu tôt, mais sur 2025. Tout le monde s'est accordé sur cette date, bien sûr. 8 allers-retours, un Nancy-Mirecourt en 45 minutes, un Nancy-Vittel en 1 heure. Là, on peut remettre les gens dans le train. C'est ça qui est important, le cadencement et les tarifs. Et oui, des tarifs maîtrisés. On confie l'exploitation de la partie peu rentable, Pont-Saint-Vincent et les stations vosgiennes, en leur disant si vous voulez exploiter ça, il faut exploiter aussi la partie rentable, la banlieue ancienne, Nancy-Pont-Saint-Vincent. Donc, je crois à ce dossier et je dirais même que c'est un dossier capital pour le désenclavement de l'Ouest vosgien. Christian Franqueville. J'ai beaucoup travaillé sur ce dossier. Effectivement, cette ligne a été fermée lorsque j'étais moi-même député, mais c'était de la compétence régionale. C'est la région Lorraine de l'époque, enfin la grande région plus exactement, dont M. Richer était le président, dont M. Perry était conseiller régional à Vittel, et ils ont accepté la fermeture de cette ligne. Moi, j'ai essayé de faire railler. J'ai écrit à Guillaume Pépi, qui m'a répondu il y avait 450 000 € pour repasser la ligne à 90 au lieu des 30 km/h. Donc aujourd'hui, on voit bien la difficulté, c'est que quand on ferme une ligne comme celle-ci, pour la réouvrir, il faut passer aux normes européennes, notamment sur tous les passages à niveau qui deviennent des ponts, ça c'est clair. Et donc l'investissement qui, au départ, la facture n'est pas la même, c'est sûr. C'est 66 millions. Alors quand on vient me dire que cette ligne pourrait être privatisée, 66 millions, rien que pour l'infrastructure, divisé par 22 ans, puisque le contrat serait sur 22 ans, c'est 3 millions. Quand on me dit en même temps, on envisage 12 allers-retours, ça fait 3 570 allers-retours par an. Et si je divise ces 3 millions d'euros, sans parler de frais financiers, j'arrive à 870 €. Alors qu'on vient de me dire qu'il y a une solution publique, il faut se battre pour une solution publique, mais que l'on ne fasse pas rêver les gens en disant il y aura une solution privée. Je suis tout à fait contre. Et personne n'ira à vous entendre, c'est sûr. Christophe Laurent, un mot rapide. Bon, d'abord, je voudrais souligner que le privé, c'est pas le mal. L'ouverture à la concurrence, c'est pas le mal. C'est l'évolution de notre économie et je l'encourage vivement. Je pense qu'il faut pas stigmatiser comme ça le secteur privé en matière de mobilité. 870 €, le billet aller-retour Nancy. Je pense qu'il faut être réaliste. Moi, je constate une chose. Je constate une chose, c'est que les parlementaires de la Plaine ne sont ni arrivés à empêcher la fermeture de cette ligne 14, ni arrivés à la réouvrir. Bon, je constate effectivement peut-être que le coût était peut-être plus élevé que la ligne Saint-Dié, mais il est clair que David Valence est arrivé à réouvrir cette ligne. Pourquoi ? Parce qu'il avait et il n'est la pas possibilité... député, c'est par compétence régionale.
peu importe la compétence régionale. Il était vice-président du conseil régional, mais il avait des contacts privilégiés avec le ministère des Transports. Et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si vous voulez, être efficace en matière de projets territoriaux sans avoir l'écoute du gouvernement. Et donc je pense que là, on a un exemple de quelqu'un qui a réussi à rouvrir cette ligne. Le président de la République s'était engagé, il a participé au financement et on voit le résultat aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut effectivement, je rejoins M. Gauthier sur ce point, privilégier la réouverture de cette ligne, quel que soit son coût, en utilisant les moyens que nous avons à notre disposition et notamment l'ouverture à la concurrence. Mais je voudrais dire quand même qu'il n'y a pas que la ligne 14. Il y a aussi la ligne Épinal-Belfort qui concerne notre circonscription, même si elle n'y passe pas, puisqu'elle passe à quelques kilomètres de la Vosges-les-Bains. La gare du Clerjus, qui est au milieu de nulle part, elle n'est pas reliée par navette jusqu'à la ville de la Vosges-les-Bains. Et déjà ça, c'est une aberration. Et donc c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération, parce que cette ligne, elle permet au sud du département d'être désenclavé. C'est le désenclavement nord-sud, c'est sûr. François-Xavier Wein, un mot là-dessus. Et puis, on attaquera la santé. Je vous demanderai encore une fois de faire un effort de concision, s'il vous plaît. Mais ne vous inquiétez pas. La problématique de cette ligne 14 et de la SNCF, ça remonte à bien plus longtemps. Vous avez des députés qui ont plusieurs mandats et anciens députés. Ils ont tous voté la déconstruction de la SNCF et de toutes les lois pacte ferroviaire qui nous ont fait des SNCF, des SNCF Gare et Proximité, SNCF Réseau ferré de France. Il y a tout un mix pour aboutir à une ouverture à la concurrence. Moi, j'ai une vision totalement opposée. On nous dit, vous l'aviez dit, hein, on était allé à la Durne, les usagers du rail néo-castrien, pour discuter. C'est le privé et le public main dans la main pour faire concurrence l'un contre l'autre. C'est pas comme ça que ça marche pour des trains. Pour des trains, ça marchera pas. Parce qu'on va avoir des Renfe, des sociétés étrangères ou je ne sais quelle société va intervenir dans le marché, qui vont faire les lignes les plus rentables et croire que parce qu'elles font une ligne rentable, elles feront une ligne moins rentable pour nos beaux yeux. Il faut arrêter, c'est totalement impossible. C'est pour ça que les associations... Il y a un cahier des charges à respecter, M. Wein. Oui, il y a le cahier des charges à respecter. Bien évidemment, moi j'y crois pas une seconde. Et cette ligne 14, c'est le leitmotiv de tous les candidats depuis depuis 2016. À chaque fois on parle de la ligne 14 et on ne la voit pas réapparaître. Donc je comprends les associations qu'elles soient particulièrement craintives. Je voudrais aborder un point qui est l'écologie. On veut du transport collectif de plus en plus. Pour cela, il faut un investissement, il faut que l'investissement soit public. Parce que le privé ne mettra pas 66 millions d'euros. Le privé, c'est encore quelques transports de fret qui sont faits. Donc c'est le citoyen qui paye des rénovations de lignes pour que des entreprises puissent s'en servir. Bon, c'est de l'économie dans sa globalité, mais je vais citer un seul exemple législatif de la compétence des députés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de compétences du Conseil régional en s'agissant des transports. C'était une proposition de François Ruffin de dire si on peut faire le même trajet en train au lieu de le faire en avion, avec 4 heures de différence de lambda, eh bien on interdit les lignes intérieures en avion si on peut le faire en train. Tout le monde s'y opposait. Il a été traité de fou, M. Ruffin. Et au final, c'est passé pour 2h30 et on va dans cette logique de développement du train et c'est une excellente chose. La ligne 14, comme beaucoup d'autres lignes en France, il faut réinvestir. Il faut une politique nationale pour cela. Ça passera aussi par la tarification du train, parce qu'on le voit, hein, comment ça se passe. Alors si on met tout plein de sociétés privées différentes, ça va être à la croix et à la bannière, vous avez une société pour aller à Nancy, puis une autre pour aller à Metz, je ne sais pas comment ça va se résoudre, mais en tout cas il faudra un tarif unique. Aujourd'hui il y a quand même une aberration, vous allez au guichet d'une gare, votre ticket vous coûtera plus cher que si vous le prenez sur votre smartphone. C'est quand même dramatique, et puis ça éloigne les gens du train. Donc il y a toute une politique à repenser s'agissant du train, elle est très ambitieuse, mais il la faut vraiment et qu'elle soit publique. Allez, dernier thème abordé, on est très en retard, ça sera la santé. Désolé, je vais vous demander de faire vraiment 1 minute chacun, un grand maximum, sachant que Sébastien Imbert est en retard. Je vais me tourner tout de suite vers Jean-Jacques Gauthier, c'est votre cœur de métier, vous l'avez dit, beaucoup de questions. Un mot sur le CHOV d'abord peut-être, pour lequel vous êtes intervenu pour changer la gouvernance, qui était longtemps problématique, et les perspectives de l'été, et plus généralement les déserts médicaux, toute cette problématique de renouvellement des baby-boomers qui partent à la retraite. Sur le CHOV, moi j'ai participé à tous les conseils de surveillance depuis 5 ans. J'ai écrit au ministre de la Santé, Olivier Véran, avec un courrier co-signé par le maire de Neufchâteau, Simon Leclerc, pour demander un changement de direction. Vous voyez qu'on a été écouté. Ça marche même avec un député de l'opposition, parce qu'il y avait des dérives financières et une absence totale de dialogue social.
et j'ai soutenu tous les équipements, les investissements sur l'hôpital. Chauve, centre hospitalier de l'Ouest Vosgien. Voilà, Neuchâteau-Vittel fusionné. Ça veut dire nouveau scanner, nouvelle IRM, nouvelle consultation externe, nouveau bloc opératoire qui se termine ce mois-ci et nouvelles urgences dans la foulée qui démarrent cette année. Je rappelle que les urgences n'avaient pas été rénovées depuis les années 80, depuis la création de l'hôpital. Et recherche de personnel malgré tout, comme partout. Hein. Il faut... J'ai fait une réunion avec Philippe Jevin là-dessus. Je pense être le seul candidat dans la présidentielle à avoir fait une réunion spécifiquement sur la santé. On a chiffré à 25 000 le nombre de recrutements de personnel soignant à l'hôpital nécessaire. Et il ne faut pas oublier la médecine de ville. On avait proposé d'envoyer 4 000 jeunes médecins dans les déserts médicaux de façon obligatoire pendant 1 an. Certains candidats proposent 10 ans, 7 ans. Le mieux est l'ennemi du bien. 4 000 jeunes médecins pendant 1 an de façon obligatoire, c'est une solution. Et même si au bout d'1 an, ils s'en allaient tous, je suis persuadé qu'il y en a qui resteront, mais même si au bout d'1 an, ils s'en allaient tous, la promotion d'après, vous en avez à nouveau 4 000 qui viennent dans les maisons de santé. C'est 2 médecins supplémentaires par maison de santé dans les déserts médicaux. Christophe Laurent, sur cette problématique. Oui, alors très rapidement, d'abord je voudrais dire que la situation actuelle des hôpitaux, elle est largement due aux politiques en matière de santé qui ont été conduites sous les quinquennats précédents. D'autre part, je crois que nous sommes tous autour de cette table d'accord sur le fait qu'il faut lutter contre les déserts médicaux. Effectivement, il y a la solution de l'obligation pour les jeunes médecins de servir dans les territoires ruraux, combien 1 an, 2 ans, et peut-être même des mesures plus souples, même si elles sont coercitives, comme par exemple l'obligation de faire 2 ans dans les déserts médicaux au cours des 10 premières années d'exercice, de façon à pouvoir avoir quelque chose de plus adaptable à la réalité. Sur l'hôpital, le gouvernement a annoncé donc une revalorisation pour cet été, hein, c'est-à-dire que les infirmières seront... Absolument. Il y a des mesures importantes qui ont été prises. Il faut passer l'été, hein, j'ai envie de dire, avant de se projeter sur les années à venir. Effectivement, Mme Bourguignon a hier donné des précisions, notamment des premières mesures, hein, le doublement des heures supplémentaires pour les soignants, qu'ils soient médecins ou autres. Le recours à des retraités éventuels aussi. L'emploi des retraités éventuels, le fait que les élèves infirmiers pourront immédiatement être employables sans attendre la remise officielle de leur diplôme, puisqu'il y avait un petit problème bureaucratique dans ce sens-là. Et puis, je rappelle quand même que c'est le président Macron qui a permis la fin du numerus clausus, qui est une aberration depuis 1972 et qui permet de recruter davantage de médecins. Ça n'a pas forcément engendré les effets escomptés aujourd'hui. Je pense, c'est à long terme. Non, mais j'entends bien, il y a la formation sur 8 ou 9 ans, c'est sûr. Mais de fait, aujourd'hui, les promotions ne sont pas aussi conséquentes qu'on aurait pu l'espérer. Je pense que chacun est d'accord. J'ai connu le numerus clausus, Monsieur Laurent, à 4 000 quand j'ai débuté mon mandat de parlementaire. Beaucoup de mérite, hein, parce que... Je l'ai connu à 4 000. À la fin du mandat de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, il était à 8 000. Aujourd'hui, on l'a mis à 9 300. Donc il y a eu une augmentation. C'est très bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas forcément suffisant. Et vous voyez que d'autres, avant, avaient déjà augmenté de façon plus importante. Mais ça a ses limites, parce que les facs ne peuvent pas accueillir tout le monde, parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants, et puis parce que l'offre de stage est elle-même limitée. C'est pour ça qu'on propose... Et parce que le métier est aussi, accessoirement, peut-être un peu moins attractif aujourd'hui. Sébastien Imbert, vous êtes en retard, vous avez le temps, mais... La désertification médicale est un vaste sujet, puisqu'on est particulièrement concerné dans l'Ouest vosgien. Moi, dans mon territoire, à la Vosges-les-Bains, ça fait quelques années qu'on n'a plus de médecins du tout, alors qu'on est un centre-bourg pour lequel toutes les communes aux alentours sont dépendantes, et une station thermale. Alors, on a des médecins au niveau thermal qui sont présents pendant la saison. Cette problématique-là, elle est liée à plusieurs choses. D'abord, les jeunes médecins... préfèrent l'hôpital et la ville. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Donc, il faut les contraindre il faut, alors, les obliger à faire des stages d'internat dans la ruralité, je pense que ça peut être une solution, parce qu'un certain nombre n'a pas forcément, a peut-être des a priori ou n'a pas forcément l'envie d'aller dans la ruralité. Ça peut quand même créer des vocations. En tout cas, ils peuvent s'imprégner du cadre de vie, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a aussi un mouvement qu'on voit aujourd'hui, c'est les gens de la ville qui viennent habiter à la campagne. On a vu ça depuis la crise Covid. Ce qu'on appelle l'exode urbain. Oui. Voilà. Donc ça se fait de plus en plus. Mais ce qu'il faut, ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est qu'il faut des services publics,
infrastructures dans ces territoires. Comment un médecin et sa famille voudraient s'installer dans un territoire où il n'y a plus d'école, où il n'y a plus de services publics? Donc en fait, il y a deux aspects sur lesquels il faut travailler à mettre en place. Nous, on propose de rémunérer les médecins en fonction de leur zone d'installation, donc modulation des consultations, sans paperasserie administrative contraignante supplémentaire, donc quelque chose qui serait automatique. Et puis, deuxièmement, un investissement massif de l'État dans ces déserts médicaux en matière d'infrastructures et de services publics. Parce qu'on a eu des fermetures de services publics un petit peu partout, des bureaux de poste qui ont fermé, une vague de trésors publics qui a pu fermer, je pense au trésor public de la Vosges-les-Bains qui a été fermé, la poste de Contrexéville qui n'a pas été rouverte. Alors, des travaux, ça va revenir. Non, mais ça fait des années que ça dure. Donc c'est quand même très problématique. C'est une fuite de services publics. C'est inadmissible dans une station thermale comme Contrexéville qu'il n'y ait pas de bureau de poste. Et il y a des solutions qui peuvent exister. Et la poste se désengage. Et c'est un vrai problème aussi, c'est qu'on remplace les bureaux de poste par des points d'accès postaux, par des agences communales où on met le bureau de poste dans un bureau de tabac, mais ça ne remplacera pas le service public. Vous avez donc les vagues de trésorerie, j'en parlais. Les maisons France Service ne répondent absolument pas à cette désertification des services publics. C'est un pansement. Ces maisons, c'est des relais. C'est des relais entre l'usager et les différents services qui ont disparu, mais qui n'ont qu'un rôle de relais. Il n'y a aucun rôle d'expertise sur place. Ces maisons France Service sont aujourd'hui sous-sollicitées. Je veux bien qu'il y ait eu aujourd'hui une accélération du numérique dans le service public, mais on a aussi une population vieillissante. Tout le monde n'a pas Internet chez soi, donc il faut aujourd'hui maintenir ce maillage de services publics sur nos retour au territoires. service public de proximité, on entend bien, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, mais il faut le financer, il faut le payer. Et mais évidemment, mais c'est des arbitrages financiers à faire. Il y a un désengagement depuis des années et des années. C'est une problématique, de même que sur l'hôpital public. On voit aujourd'hui, et en tout cas c'est les ARS qui font la promotion de ça, des fusions d'hôpitaux, des groupements hospitaliers de territoire. On fait en sorte de tout mutualiser. Mais c'est quoi l'objectif à la fin? L'objectif, quand on mutualise, c'est qu'il y ait moins de personnel. C'est qu'on puisse regrouper plus de services dans un hôpital plutôt qu'un autre. Et au final, ça peut être la menace, ça peut être une menace à moyen terme pour nos hôpitaux de proximité. Je crois qu'il faudra se battre. Même s'il y a des efforts qui ont pu être faits sur le centre hospitalier de l'Ouest vosgien, il faudra se battre pour qu'un jour, Vittel ne soit pas fermé au profit de Neufchâteau, par exemple. C'est quelque chose qui peut arriver. De même que Mirecourt-Ravenel, aujourd'hui, est géré en partie par Nancy, par la Nancy-Laxou, la partie psychiatrique de Nancy-Laxou, et qu'un jour, peut-être que Mirecourt-Ravenel pourrait disparaître. Et il faut se battre pour maintenir nos acquis sur le territoire. Réglons déjà les problèmes qui existent, avant peut-être d'anticiper ceux qui pourraient exister, mais vous avez raison, c'est sûr qu'on est dans une logique où il faut être très attentif. Christian Franqueville, votre commune avait innové, on s'en souvient, avec de la télé... c'était sur l'ophtalmie, je crois, oui, l'ophtalmologie, pardon, je vais y arriver. L'orthoptiste qui transmet les télétransferts. Est-ce que c'est une partie de la solution, ces téléconsultations qu'on voit un petit peu partout fleurir? C'est quand même un pis-aller, faut être clair. Plus globalement... Chacun d'entre nous préfère être en face de son médecin. Sur le show de Neufchâteau, lorsque j'étais député, j'ai fait programmer, les travaux se sont réalisés depuis, quelques dizaines de millions pour tous ces travaux qui ont été faits et qui ont été bien suivis. Donc ce n'est pas mais je voudrais quand même rappeler cela, parce que M. Laurent dit qu'on n'aurait rien fait avant 2017, nous avons fait des choses avant 2017, notamment cela. On a découvert aussi que le taux de cancer du sein, de mortalité par cancer du sein sur l'Ouest vosgien était le plus élevé chez nous qu'en France. Pourquoi? Parce qu'on a découvert qu'on n'avait pas suffisamment d'outils, ou ils étaient privés, ils n'étaient pas à la disposition comme on l'aurait voulu. Et je me suis battu pour installer un mammographe. Et quand j'ai su le prix, un mammographe installé, 150 000 €. Et là, je trouve que c'est scandaleux qu'on n'ait pas fait cette démarche plus tôt, parce que des femmes ont perdu la vie, tout simplement parce qu'il y avait 18 mois de délai de dépistage d'un cancer du sein. Donc voilà, je voulais dire cela. La santé, moi, je m'y suis toujours, bien sûr, intéressé, parce que c'est un élément fondamental de la vie dans le milieu rural. Et bien sûr, la première maison de santé que je fais il y a quelques années déjà, je m'aperçois tout de suite que ça marche bien, mais qu'on va vers une autre ère, et avec les médecins,
la concertation avec tous les praticiens, on construit une maison de 1250 mètres carrés avec énergie, basse consommation et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Nous avons 17 praticiens. Nous avons 4 médecins généralistes, nous avons 3 chirurgiens dentistes, nous avons tout ce qu'il faut pour faire. Nous avons sage-femme avec piscine, balnéo, nous avons poussé on trouve des médecins. Il y a un 4e médecin qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il est dans un accueil favorable entre médecins, ils ont les services, secrétariat et tout ça mis en commun. Donc il y a des solutions. L'IFOL-le-Grand a copié un petit peu, parce qu'on en a parlé avec le maire de l'IFOL-le-Grand. Comment tu as fait? Je dis voilà, comment il faut faire. L'IFOL-le-Grand est en train de réussir. Sa maison de santé, c'est effectivement la solution que requièrent beaucoup d'élus aujourd'hui. François-Xavier Vagne, vous aurez le dernier mot sur cette thématique, et puis ensuite on en arrivera à vos conclusions, chacun d'entre vous. Je vous remercie. Je vous ai proposé tout à l'heure d'aller compter les magistrats au tribunal. On peut aller compter les soignants à l'hôpital de Neufchâteau. On commencera par le service de cardiologie. Il n'y en a plus, c'est simple. La dictologie, non plus. On peut encore compter ceux de la sapneumologie, mais pas pour longtemps. Je vous ai vu à Ravenel, à Mirecourt plus exactement, où des soignants se sont mobilisés parce que la pédopsychiatrie allait partir sur Nancy. C'est partout pareil. Alors, on veut lutter contre les hermicaux, on va le faire, mais il faut d'abord lutter contre le principe, c'est le recrutement des médecins. On a parlé du numerus clausus. Moi, je veux bien le numerus clausus. On dit, oh, il est supprimé, il est supprimé. Oui, il est supprimé. Maintenant, c'est un numerus apertus. Il faut bien comprendre, il ne faut pas se moquer des gens. C'est qu'avant, l'État décidait du nombre de passages entre la première et la deuxième année. Et maintenant, c'est un mix entre l'ARS et les facultés, les capacités de la faculté. Mais si on supprime le numerus clausus sans agrandir les facultés, forcément, le résultat est le même. On n'a pas assez de médecins qui sortent. Et c'est un paquebot, la formation d'un médecin. Vous l'avez dit, c'est 9 ans. Donc si on prend une mesure demain, on verra les effets que dans 9 ans. Et les besoins, on en a aujourd'hui. On a vu à Remiremont le service des urgences qui a fermé. Heureusement, il y a une forte mobilisation. Ça a pris une ampleur considérable. Ça a réouvert. Mais jusque quand? Et j'insisterai sur autre chose. Un étudiant infirmier, une étudiante infirmière qui sort de l'école de formation de l'IFSI, son espérance de vie professionnelle, elle est de 5 ans. Parce que le métier est tellement difficile par défaut de moyens humains, que les gens ne restent plus. Il faut redorer l'hôpital et redonner ses envies de carrière de médecin et d'infirmier. Dernier mot, allez-y. Au-delà de ça, ce qui m'a choqué à Épinal, c'est l'hospitalisation à domicile qui a été confiée à Corian. Corian, c'est l'équivalent d'Orpea. On a lutté, la seule députée qui est aide-soignante, elle est à la France Insoumise. Et elle a fait cette proposition-là sur ce qu'on appelle l'or gris, la dépendance des personnes âgées. On ne peut pas faire du lucratif dessus. Ça doit être un service public ou tout au plus associatif, mais pas du lucratif privé. À Neufchâteau, banco, on installe Corian et Oussa sur le cimetière de la gare SNCF, dans le buffet de la gare qui n'existe plus parce qu'il n'y a plus assez de voyageurs, à la gare de Neufchâteau. Il ne faut pas confondre EHPAD et hospitalisation à domicile et jeter le discrédit sur... C'est Corian qui gère les deux, étrangement. C'est qu'il y a un business dans les deux cas. Ça sera le dernier mot. Voilà, on est à peu près dans les canons qu'on espérait obtenir, c'est-à-dire vous êtes chacun dans 1 minute de temps de parole. On s'accorde sur le fait qu'on conclut maintenant, si vous le voulez bien. Par tirage au sort, donc c'est Jean-Jacques Gauthier qui va s'exprimer pour ce petit moment. Je vous demande de vous en tenir à une 40aine de secondes, s'il vous plaît. Jean-Jacques Gauthier. Bien, vous me connaissez, je me présente dans la clarté et la fidélité. Fidélité à mon territoire, c'est toujours le même, je ne change pas de territoire au gré des élections, et fidélité à mes idées, à mes convictions. On ne change pas non plus d'idées et de partis politiques au gré des opportunités ou des élections. Il n'y a jamais eu autant de projets sur notre circonscription. Projet à l'hôpital de Neufchâteau, projet sur la zone de Mirecourt, aréopole et pôle mécanique, projet sur le tourisme et le thermalisme à Vittel, avec arrivée de nouveaux investisseurs, projet sur le retour de train jusqu'à Contrexéville, projet sur la forêt du côté de Darney-la-Vosges. Donc je souhaite que vous nous fassiez confiance à notre équipe qui est soutenue par les conseillers régionaux de la Plaine, les conseillers départementaux de la Plaine, par les 2 sénateurs, à notre équipe, à notre expérience, celle de l'ancien député maire et celle également de la vice-présidente du conseil départemental qui est ma suppléante, pour en toute indépendance voter à Paris ce qui nous semblera bon pour les Vosges. Merci Jean-Jacques Gauthier. Sébastien Imbert, c'est à vous. Alors vous connaissez mon engagement politique depuis plus de 10 ans maintenant dans le
dans le département, en faveur de plus de sécurité, en faveur de plus de services publics. Je, aujourd'hui, représente autour de cette table la seule opposition à Emmanuel Macron. Je rappelle une nouvelle fois que les Vosgiens ont plébiscité Marine Le Pen à 56,5% dans notre circonscription. Je crois que dans ce troisième tour, vous avez la possibilité de confirmer votre vote en optant pour ma candidature. Battez-vous aussi pour vos libertés individuelles, par exemple, en optant pour ma candidature. Par exemple, M. Gauthier a voté pour le pass vaccinal, qui a fait énormément de mal aussi autour de nous et à nos concitoyens. J'ai aujourd'hui aussi une pensée pour les infirmières qui ont perdu leur emploi parce que non vaccinées, alors qu'elles étaient érigées en véritables héroïnes. Donc, pour tous ces propositions que j'ai faites pendant cette émission, pour mon engagement, pour une véritable opposition à Emmanuel Macron, vous pouvez opter pour ma candidature. Merci à vous, Sébastien Imbert. Christophe Laurent, c'est l'heure de conclure également. Bien, je vous propose de voter utile, c'est-à-dire de voter pour un député qui sera à même de porter vos projets devant l'administration, devant le gouvernement et devant le Parlement. Un député de terrain et à l'écoute, puisque je propose la création de comités citoyens de façon à recueillir les avis, les revendications de l'ensemble des électeurs et les traduire en propositions de loi. Et je propose en fait une alternative à l'éternel duel des deux candidats qui se succèdent depuis 25 ans maintenant. Enfin, je demande à ce qu'on donne les moyens au président de la République de gouverner pour éviter une crise institutionnelle. Merci à vous, Christophe Laurent. Christian Franqueville, c'est à vous. Bien, je dirais que j'ai choisi de me représenter aux électeurs de la 4e circonscription parce que la situation est loin d'être aussi mirifique qu'on essaie de nous la dépeindre. L'économie y va plutôt mal. On a abordé le sujet de Nestlé qui perd des emplois, qui en perd. Et nous n'avons jamais été dans l'exigence de compensation. Parce que Nestlé est un grand groupe et il devait remplacer les emplois qu'il supprime. Ça ne s'est pas fait, donc c'est une critique. On a aussi des activités qui sont en difficulté. On voit bien des projets qui ressortent toujours à la veille d'élections, mais ne serait-ce que sur le Club Med. Le Club Med, il est parti, il aura du mal à revenir. Il est là, il y a juste l'hôtel Hermitage qui s'ouvre avec rien du tout sur 3 mois et demi. Donc moi, je dis entre la bouche et la fourchette, il y a de la distance. Donc je connais bien cette circonscription, je connais l'économie. La seule entreprise réelle qui a été créée, c'est l'entreprise Peaceweek de Bugneville, qui emploie une 70 salariés. Tout le reste, on voit bien que c'est plutôt en perte de vitesse en nombre d'emplois. Et donc je veux être celui qui redonne d'abord du travail. La dignité des femmes et des hommes passe par le travail. On ne peut pas continuer à avoir une circonscription qui est vieillissante, comme c'est le cas en ce moment, une dépopulation. Et donc, moi, j'œuvrerai pour le maintien de tous les services publics et aussi pour l'approche d'un nouveau développement de l'activité économique sur notre territoire. Merci Christian Franqueville. François-Xavier Wein, c'est vous qui finissez donc cette conclusion. Alors, je porte le programme de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. On est sur un programme bien différent de tout ce qu'on a pu voir. Tout d'abord, par les origines de nos candidats. Nous sommes contre ce pantouflage ou ce cumul des fonctions. Nous avons des principes directeurs, pas plus de 2 mandats, pas de cumul de fonctions. Je regrette au niveau du débat qu'on n'ait pas pu aborder les questions de culture et d'éducation, parce que la culture, c'est quelque chose autour de laquelle on ne peut pas passer à côté. Je voudrais simplement faire une petite précision sur la fiscalité, parce que beaucoup de choses ont été dites et on nous suspecte d'extrémisme gauche, pas du tout. Notre fiscalité, en révisant la CSG et l'impôt sur revenu, fera que tout Français qui gagne moins de 4 000 €, tout couple qui gagne moins de 8 000 € sera gagnant avec notre système. Et l'inverse sera le contraire pour ceux qui gagnent plus. Et pour finir, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné durant cette campagne. Je les remercie vivement.
Merci à vous. Ainsi s'achève donc cette série de débats. Je remercie nos équipes techniques et Vosges Matin qui étaient représentées ce soir par Catherine Tuxi-Comte d'avoir co-animé avec nous tout au long de ces débats. Effectivement, on n'a pas pu aborder tous les thèmes. C'est forcément imparfait et frustrant aussi pour les candidats non invités, on l'entend, mais qui auront eu le mérite d'exister donc sur notre chaîne. On se donne rendez-vous dimanche aux urnes d'abord pour vous toutes et tous et dimanche soir à partir de 19h55 sur Vosges Télévisions pour vous faire vivre cette soirée électorale et vous donner les premiers chiffres, les premières tendances. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci. Très bonne fin de soirée et à très bientôt sur Vosges Télévisions.